En vous réunissant, j'ai eu tout de suite en tête le poème d'Aragon, que vous connaissez sans doute, La Rose et le Réséda, qui était dédié donc à d'Étienne d'Orve d'un côté, le monarchiste catholique, puis de l'autre à Gabriel Péry, Guy Mollet d'ailleurs, Guy Moquet, pardon, pas les mêmes. Et donc c'est ce poème que j'ai eu en mémoire quand j'ai voulu vous rassembler, vous deux dans la spiritualité et l'ancrage partisan est si différent, mais qui semblait capable de faire front commun pour défendre votre pays. Alors je vais vous dire quelques vers de ce poème, et puis j'aimerais ensuite que vous réagissiez et que l'on commence cette soirée débat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, Michel Onfray, votre réaction. Je n'imaginais pas que dans cette soirée, on puisse faire applaudir le nom d'Aragon. Mais ça me réjouit. J'aurais tellement aimé que ce poème soit anonyme, du moins qu'il ne soit pas d'Aragon. Moi, j'ai été fabriqué à l'université dans une époque structuraliste où on faisait fi de toute histoire, on faisait fi de tout auteur. Barthes et Foucault nous disaient même qu'il n'y avait pas d'auteur, et que le texte faisait la loi, mais qu'en même temps c'était le lecteur qui faisait la loi du texte, mais pas l'auteur ni le scripteur, etc. Et moi, j'essaie de réagir à ça en contextualisant, en disant mais qui a écrit quoi, quand, de quelle manière, quelles sont les conditions historiques de production d'un texte, quelle est la nature du texte, etc. Ce texte date de 1943. Pendant 2 années, le Parti communiste français a été collaborationniste. Le pacte germano-soviétique fait qu'effectivement, les communistes sont liés, ont partie liée avec le national-socialisme, et Aragon fait partie de ceux qui défendent le pacte germano-soviétique. Donc évidemment, il se passe des choses entre juin 40 et puis mars 43, date de ce poème, parce que vous avez notamment la victoire de Stalingrad. C'est un texte d'après Stalingrad. Donc ce sont des gens qui ont compris que la guerre était finie pour Adolf Hitler, question de temps, et que après le STO, enfin après le 18 juin, mais alors là il n'y a pas beaucoup de communistes, puisqu'ils sont tous du côté du pacte, mais après le service du travail obligatoire en 1942, après la victoire de Stalingrad, bon ben voilà, c'est une question de temps, il va falloir s'y faire, mais Hitler a perdu. C'est pourquoi d'ailleurs tant de gens rentrent dans la résistance, des gens qui s'appellent par exemple Marguerite Duras ou François Mitterrand, et qui donc font la démonstration effectivement qu'il est temps de se rendre compte que peut-être il faudrait au minimum avoir du moins de fer au feu, sinon passer de l'autre côté. Et donc Aragon est de ceux-là, c'est-à-dire ce poème procède de ça, c'est-à-dire il s'agit de dire le Parti communiste français a été le parti des résistants. Quelques temps plus tard, ce sera aussi le parti des 75 000 fusillés. On aura eu 5 000, pas tous communistes, mais faire de l'histoire est important, donc on oubliera qui a signé ce texte, parce que vraiment je n'aime pas beaucoup Aragon, et je n'oublie pas non plus le poème qui est une ode au GPU, à la GPU, la police politique marxiste-léniniste. Donc on peut aujourd'hui avoir des collèges Aragon, des lycées Aragon, etc. On n'aura pas des lycées Rebatté ou des collèges Brasillac. Donc il y a une espèce de façon d'imaginer aujourd'hui que on puisse lire ce texte-là. J'en préférerais d'autres, à tout vous avouer. Maintenant, on oublie le nom de l'auteur, c'est un texte anonyme, et il lit des choses extrêmement intéressantes. Le souverainiste que je suis n'a pas d'ennemi à droite. Et ma gauche n'est pas incompatible avec la droite quand il s'agit du souverainisme. Ma gauche est proudhonienne, très précisément, donc elle n'est pas socialiste au sens mitterrandien du terme, elle n'est pas marxiste, elle n'est pas communiste. C'est une gauche qui n'existe pas sur le terrain politique, puisqu'il faut être soit communiste, soit, c'est-à-dire jacobin, mélanchoniste, robespierriste, enfin c'est le même monde, soit social-démocrate, et ça n'a jamais été ma gauche, jamais. Maintenant, j'ai toujours dit que l'homme de gauche que j'étais préférait un homme de droite antilibéral, souverainiste, à un homme de gauche qui serait libéral et anti-souverainiste. Donc la ligne de partage, elle se fait là-dessus. De la même manière que sur la question religieuse, certes, j'ai écrit le traité de la théologie, mais j'ai aussi écrit la stricte observance, qui est un texte que j'ai écrit après m'être enfermé à la trappe,
pour relire, parce que j'avais lu La vie de Rancé de Chateaubriand il y a longtemps. J'ai connu un vieux monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait André Berne-Geoffroy, qui avait fait une préface à ce texte-là pour les éditions Folio, donc j'avais lu à cette époque-là. Mais j'ai voulu relire le texte dans une cellule. Et donc j'ai écrit ce texte, qui n'est pas en contradiction avec la conclusion du traité de théologie, dans lequel je dis que j'en veux aux agenouilleurs, mais pas aux agenouillés. C'est-à-dire que quand on croit, ça ne pose aucun problème pour moi. C'est-à-dire que c'est une question de foi, de spiritualité, de relation de soi-même avec le sacré, et je n'ai vraiment aucun problème avec ça, puisque je veux dire, quand on est philosophe et qu'on interdit la possibilité ou le droit au sacré, disons-le avec du vocabulaire d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Maintenant, le sacré peut devenir une religion, ça ne me gêne pas non plus si la religion devient une affaire privée. Maintenant, si ça devient une affaire politique, une affaire qui consiste à dire mais maintenant on va vous dire comment vous allez penser, réfléchir, agir, ce que vous allez écrire, ce que vous allez manger, la façon que vous aurez de vous habiller, de porter ou pas la barbe, etc., etc. Et là je dis la religion me gêne. Donc je n'ai pas de problème avec la religion quand elle est la forme que l'on donne à sa spiritualité. J'en ai des problèmes j'ai donc des problèmes avec la religion quand effectivement elle devient une force politique contraignante. Je ne sache pas que des théocraties, quand elles se soient trouvées au pouvoir, aient été véritablement tolérantes quand elles avaient les moyens d'être intolérantes. L'Église est aujourd'hui tolérante parce qu'elle a perdu les moyens d'être intolérante. Donc, et c'est un mouvement historique, c'est pas un jugement de valeur. Je ne voudrais pas vous offenser ni offenser ceux qui. Mais donc. Ma relation à la religion est plus compliquée que ce qu'on veut bien dire. Et puis j'ai dans Cosmos, aussi bien que dans Décadence, j'ai quelques amis prêtres traditionnalistes, je les préfère de loin à ceux qu'on voit de temps en temps, les curés qu'on voit en short et qui y animent des chantiers d'été et qu'on voit se répandre en chantant des chansons qui ont été caricaturées dans La vie est un long fleuve tranquille. Je veux dire, effectivement, j'ai des problèmes avec cette religion-là. Mais pas du tout avec des prêtres en soutane qui ont un vrai rapport au sacré, qui ont une vraie culture, une vraie connaissance. Donc c'est plus subtil que Michel Onfray, athée hédoniste. Quant à l'hédonisme, il y a au moins 2 périodes dans ma vie. J'ai eu 20 ans, j'ai eu 2 fois 20 ans, j'ai 3 fois 20 ans. Et on n'est pas hédoniste à 20 ans comme on l'est à 40 ou comme on l'est à 60. Je veux dire, il y a une espèce de dynamique qui fait qu'à 20 ans, on cherche plus le plaisir qu'autre chose. Et à 60, on cherche à éviter le déplaisir. Donc, c'est pas, je suis toujours hédoniste, mais pas du tout dans les configurations un peu énergiques qui étaient les miennes il y a 20 ou 30 ans. Et donc je reste dans la logique de l'hédonisme, à quoi j'ajouterais que dans la contre-histoire de la philosophie, j'ai consacré un chapitre à Erasme, et notamment un chapitre d'un livre dans lequel il est question aussi de Montaigne, et que le livre s'appelle Le christianisme hédoniste. Évidemment, on n'a jamais parlé de ce livre-là, il fait quand même 400 pages, mais on n'en parle pas, parce qu'il y a dans le christianisme une tradition véritablement hédoniste du Christ jardinier, c'est-à-dire qui jardine, hein, c'est vraiment qui a un potager, avec toute la symbolique qu'il y a de ce côté-là. Et je n'ai aucun problème avec ce christianisme hédoniste aussi. Le christianisme de Erasme, le christianisme de Montaigne me va très bien. Ou celui de Lorenzo Valla, auquel j'ai consacré un cours. Je suis un peu long sur la question du christianisme, mais je ne me souviens plus de votre question. Je ne suis plus très sûr de répondu. Réaction à ce poème. Donc, oui, c'est ça, sur ce poème. Donc, quand je disais que je n'ai pas de... Je ferme donc cette parenthèse pour dire que je n'ai pas d'ennemis à droite quand il y a des souverainistes. Voilà. Mais que j'ai des ennemis à gauche quand ils ne sont pas souverainistes. Encore que ennemis, c'est un peu fort. Il y a des adversaires, des gens auxquels je m'oppose. Et de fait, quand on veut réunir les souverainistes de droite, de gauche, d'ailleurs et de nulle part, ce qui a été avec mon ami Stéphane Simon, notre credo dès le départ, si vous me permettez credo, eh bien, j'ai souhaité droite, gauche, ailleurs, nulle part. Donc c'est-à-dire on ne va pas commencer à dire qui croit au ciel, qui n'y croit pas, puisque je crois au ciel, ceux qui n'y croient pas sont exclus, puisque je ne crois pas au ciel, ceux qui croient sont exclus, etc. Ça c'est secondaire. Pour moi c'est vraiment secondaire, droite si on veut, de gauche si on veut, mais la question, la vraie ligne de partage, la vraie fracture, c'est souverainiste ou pas souverainiste. Souverainiste voulant dire, parce qu'il y a des définitions multiples, mais que nous devons reprendre en main les commandes d'un bateau qui s'en va vers l'accident. À ce moment-là, on reprend les commandes. Maintenant, quand on a repris les commandes, on peut aller à bâbord, à tribord, arrêter, avancer, reculer, ou je ne sais quoi. Après, on peut manœuvrer. Mais le souverainiste est celui qui dit on reprend en main la politique, on fait vraiment de la politique, puis après on s'entend sur ce que peut être un programme commun des souverainistes.
Bon, il y a eu beaucoup de choses là. Puisque vous m'avez lancé une petite pique sur l'Église, je vais commencer par une amabilité. Vous avez, mais c'est marrant parce que vous avez expliqué que votre, comment dire, ce que vous acceptiez dans la religion, ça relevait du domaine privé, donc ça n'allait pas dans le domaine public, ou en tout cas dans l'imposition du domaine public. Et ça m'a fait penser, et là vient mon amabilité, à un discours d'Emmanuel Macron. Vous êtes macroniste sans le savoir, a priori. La pire des insultes. Ouais, je sais. Je m'en doutais. Non, Emmanuel Macron au Bernardin qui avait bien expliqué aux catholiques que l'engagement dans la cité, aider les pauvres et puis faire l'action sociale, c'était très bien, mais que par contre dans le domaine public, on aimait bien quand il posait des questions, surtout pas quand il donnait des réponses. Alors c'est des questions qu'on va aborder tout à l'heure, notamment autour effectivement de la souveraineté et de la question de l'identité. Une fois qu'on a repris le bateau en main, où est-ce qu'on va ? C'est quand même une question qui se pose forcément en parallèle, et je sais que vous la posez aussi, on n'a pas forcément les mêmes réponses. Et là, je suis bien obligée de vous dire, et je réponds sérieusement sur la question de l'affaire privée ou de l'affaire publique. Je comprends la condamnation que vous faites dans la religion d'une orthopraxie qui soit imposée dans la sphère publique. Je ne crois pas que ce soit un problème spécialement catholique, l'orthopraxie en l'occurrence. Mais je crois en revanche que, en tout cas je parle pour moi, il y a une unité de la nature humaine. Alors on pourra peut-être reparler de la nature humaine qui a pris un peu cher ces dernières années, jusqu'à ce que certains nient totalement son existence tout simplement. Mais je crois que en tout cas, moi, je pense que la nature humaine est justement nous impose de penser l'universalité aussi par rapport au particularisme ou à l'identitarisme, et que cette question-là, elle nous impose de concevoir l'unité de la personne humaine tout entière. Or, je suis catholique, c'est un fait, et aussi bien dans dans ma vie privée que dans mes prises de position publique. Ça irrigue évidemment à la fois tout ce que je pense, tout ce que je fais et la relation que j'ai aussi aux autres. Je crois que ça irriguera évidemment tout le débat, parce que quand on parle de liberté d'expression, de la séparation de l'acte et de la personne que plus personne n'arrive à faire, tout ça, en tout cas, moi, je l'ai reçu du catholicisme. Après, ce que je trouve absolument sublime dans le catholicisme, et c'est probablement pour ça que je le suis encore, catholique, c'est que c'est une religion que je trouve tellement adaptée précisément à cette nature humaine, qui a tellement réfléchi autour de ce qu'est profondément l'homme, que je n'ai jamais l'impression, en tout cas dans l'enseignement de l'Église, qu'on distinguera de l'histoire de l'Église elle-même ou des hommes d'Église encore plus, dans l'enseignement catholique, je n'ai jamais l'impression d'être en contradiction avec les actes que je peux poser ou avec les idées ou la vérité que j'essaye de chercher. Donc voilà pour la réponse sur effectivement la distinction privée-publique. Ensuite, sur ce poème, alors moi c'est marrant parce que vous avez fait l'historique du poème remis dans son temps, et moi quand je le lis, j'ai pensé, et alors je ne sais pas si certains m'ont déjà entendu parler, mais je vais parler de Jeanne d'Arc tout de suite, comme ça ce sera fait. mais quand en fait ce texte m'a fait penser un peu naturellement, parce que cette année, on ne le sait pas parce que la France a été bien ingrate, en tout cas l'État français a été bien ingrat cette année, mais cette année on fête le centenaire à la fois de la canonisation de Jeanne d'Arc et de sa reconnaissance, de sa proclamation même comme héroïne nationale, puisque la loi avait été votée en 1920, 2 mois après sa canonisation par l'Église catholique. D'ailleurs, la date n'est pas un hasard, tout le monde lui courait après pour la récupérer en premier. Et en fait, ce poème m'y a fait penser parce que l'histoire de cette loi de l'État français qui promettait de lui rendre hommage tous les ans le 2e dimanche de mai, ce qu'il ne fait plus, mais ce qu'on va faire à sa place, cette loi était discutée à l'Assemblée depuis 26 ans. Et les Français n'arrivaient pas à se mettre d'accord, en tout cas les représentants à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait d'un côté les royalistes, de l'autre côté les cléricaux, qui étaient souvent ensemble d'ailleurs, les républicains, et que cette loi avait été proposée d'abord par un radical de gauche qui voulait absolument arracher Jeanne d'Arc aux mains des cléricaux parce qu'elle incarnait trop la France pour qu'on leur laisse. Et puis les cléricaux et puis les royalistes expliquaient qu'en fait quand même on n'allait pas la laisser à la gauche alors que tout était fait par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Et à la fin, cette loi a pu être votée parce qu'en 1914, dans les tranchées, tous ces gens-là se sont retrouvés dans les tranchées. Ils avaient pour beaucoup mis une image de Jeanne d'Arc sur leur cœur et ils se sont rendus compte qu'en fait, elle incarnait pour eux tous la France et qu'aucun ne la trahissait, mais chacun arrivait à voir la France à travers son épopée. Et quelques années après, cette loi a pu être votée. Et moi, ce poème m'a tout de suite fait penser à ça parce que, effectivement, celui qui croyait au ciel, je crois que c'est la chose... Enfin, je crois pas, je suis certaine pour le coup que c'est la chose la plus importante de ma vie. C'est la seule chose dont je sois sûre, en réalité.
Et donc c'est extrêmement important pour moi. En revanche, je sais que tout ce que je vais défendre, je vais essayer de le défendre non pas sur le terrain de la foi, mais sur le terrain de l'intelligence. En tout cas, j'essaye. Et du coup, je sais que la défense de la France à la fois reçue comme héritage et la France qu'on va vouloir défendre ensemble, ça, je peux le faire avec celui qui n'y croit pas. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Charlotte, présidente. Oui. J'ai perdu mon idée. Je voulais revenir sur quoi? Je ne sais plus. Sur la question. Je ne sais plus. On va repasser à votre vision de la France, question. peut-être. C'était une manière assez claire de définir ce qu'était la France pour Charlotte. Est-ce que vous avez peut-être votre propre définition de la France? De France. Oui. C'est d'abord une géographie. Enfin, moi, je crois qu'il y a d'abord la géologie, si c'était pour parler de la nature humaine. Il y a d'abord la géologie, puis la géographie, puis l'histoire, et la métaphysique arrive, et la philosophie aussi. Mais ça démarre comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qu'un sous-sol raconte. Je ne peux pas faire non plus de la géologie le fin mot, mais il y a d'abord des territoires. Ce sous-sol vont générer des paysages qui eux-mêmes vont générer des traditions qui vont être créées, trouvées, transmises, portées, entretenues, conservées par des hommes. Donc il y a eu une époque où quand on se déplaçait au pas d'un homme ou au pas d'un cheval, effectivement les régions, ça signifiait quelque chose. Il y avait des langages, il y avait des façons d'être normand, picard, corse, breton, alsacien, occitan, etc. Et puis, pour moi, la France est déjà là. J'ai écrit une histoire de la Normandie en vers libre, et je la démarre pas du tout à un moment donné où on pourrait dire, voilà, elle est nommée comme telle. C'est pas parce qu'on n'est pas nommé qu'on n'existe pas. C'est pas le nom qui fait la chose, c'est pas le baptême qui fait l'existence. Et donc c'est d'abord la terre. Je démarre l'histoire de la Normandie à la préhistoire, en disant qu'il y a une terre. Donc d'abord la France est une terre. Et puis ensuite c'est une façon d'être dans cette terre, sur cette terre, de faire avec cette terre, de construire avec ce que les paysages, le climat nous enseignent. C'est pas exactement la même chose d'être au nord ou au sud de la Loire. C'est pas la même chose d'être sur un terrain crayeux ou sur un terrain de granit ou de schiste. C'est pas la même chose d'être dans une forêt ou dans un bocage. C'est pas la même chose, etc., etc. Donc de la géologie, de la géographie, des frontières naturelles, à l'évidence. Les frontières sont faites d'abord par les montagnes, d'abord par les lacs, d'abord par les cours d'eau, par les précipices, les ravins, etc. Donc il y a la construction d'une identité qui fait qu'on a l'au-delà et l'en-deçà. Et c'est donc à partir de ça qu'on va fabriquer des histoires. Certains commencent l'histoire de France à Clovis. Certains disent, mais pas du tout, c'est pas Clovis, c'est Charlemagne. Mais moi j'ai dit l'histoire de France, c'est l'histoire de la terre de France, c'est-à-dire que la préhistoire, Lascaux pour moi c'est déjà l'histoire de France. Et donc, c'est cette relation entre une terre, des hommes, une géologie des humains, des vivants, qui fait qu'on peut dire, effectivement, il y a une identité géographique, géologique, géomorphologique, qu'on appelle la France. Alors évidemment, ça bouge, ça va, ça vient, et on a des morceaux, on perd des morceaux, on a un empire. Alors après, qu'est-ce que la France quand il s'agit de parler de l'empire ? Qu'est-ce que la France, si la France est aussi l'Algérie avant 1962 ? Donc bien sûr, après, il faut faire de l'histoire et penser cette histoire. Quand il y a une identité française, et français quiconque veut l'être, quiconque l'aime, quiconque la veut, la désire, quiconque souscrit à son histoire et veut contribuer à son histoire. Après, on se moque que les gens soient blancs, jaunes, rouges, communistes, alors qu'ils croient au ciel ou qui n'y croient pas. C'est ça le problème. Il y a effectivement qui croit à la France et qui n'y croit pas. C'est la vraie question. Et puis après, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, des gens qui croient au ciel, des gens qui n'y croient pas. Mais ça, c'est vraiment accessoire. Donc il y a une façon d'être, de manger, de penser, de parler. Il y a des lumières qui sont connues par ceux qui aiment les paysages et qui savent regarder autre chose que la télévision ou leur portable. Par exemple, David Hockney, qui est l'un des plus grands peintres contemporains, a quitté les États-Unis pour vivre en Normandie, très précisément dans un lieu où il veut vivre avec la lumière normande. Et j'ai vu des belles lumières dans ma vie. Il y a des endroits où il y a des lumières magnifiques, mais il y a une lumière du Pays d'Auge qui fait qu'on ne la trouve nulle part ailleurs. D'abord parce que c'est un rapport à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui retiennent plus ou moins l'eau, il y a donc de la vapeur, il y a donc des gouttelettes, il y a du brouillard, il y a des ciels. Et comme je dis le ciel, hein, parce que les ciels, comme les peintres le font, et il y a une qualité d'hygrométrie qui fait que les lumières ne sont pas du tout les mêmes. Eh bien, c'est la même chose si on est en Corse, si on est en Alsace, si on est, etc. Et c'est donc un ensemble de territoires liés par le désir de rendre possible une identité qui fait qu'il y a de la France et des Français.
Oui, puis sur la nature humaine, si vous permettez, je suis tellement d'accord avec Charlotte que j'ai un projet de livre sur la réhabilitation de la nature humaine. Dans l'idée même qu'on soit obligé de réhabiliter, c'est sidérant, quoi. Dans le projet de brève encyclopédie du monde, il y a donc eu plusieurs volumes, il y a eu Cosmos, Décadence et Sagesse. Le prochain s'appellera Anima. C'est beau. Les concessions que je vous fais un peu. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça pourrait s'appeler Psyché. Puis Psyché, c'est du grec. Je viens de faire un livre qui fait l'éloge de la pensée romaine. Je ne veux pas me donner le ridicule. Puis je me suis dit, mais anima, c'est pas inintéressant. Animus, anima, etc. Puis l'âme aussi. J'ai failli appeler ça ama, d'ailleurs. Et puis après, mon éditeur qui m'a dit, oh là là, on va croire que vous êtes devenu catho. Mais ça, c'est pas grave. On peut réhabiliter une âme matérielle. Et puis, mais anima, je me suis dit, voilà. Et je vais à partir des tragiques grecs jusqu'à Darwin assez probablement, mais en passant aussi par les moralistes français du XVIIe, les fabulistes. Parce que là on dit des choses essentielles sur la nature humaine. Quand vous allez voir les moralistes français, La Rochefoucauld, La Bruyère, Chamfort, Vauvenargues, etc., on se dit mais ces gens-là ont compris le mécanisme de la nature humaine. Et donc il y a quelque chose qui nous intéresse probablement vous et moi, parce que dans la nature humaine il y a évidemment un corps pour aller vite, et pour aller encore plus vite une âme. Et cette âme, c'est quoi? C'est pour les chrétiens le péché originel. C'est pas seulement ça, j'entends bien. Mais il y a le péché originel. Ah oui, mais ça devient par la suite chez Kant le mal radical. Mais il se fait que, et vous savez très bien, chez Saint-Augustin, la question est comment le péché originel peut-il se transmettre jusqu'à vous, jusqu'à moi? Qu'est-ce qui fait que, moi, je n'ai pas connu Adam, hein, donc je ne vois pas pourquoi je paierais les frais des bêtises d'Ève. Et on se dit, bah non, j'ai encore aujourd'hui dans la gorge, là, la pomme d'Adam, parce qu'on dit, mais non, ça se transmet. Et à un moment donné, Saint-Augustin, qui a tout pensé quasiment, je ne veux pas être insultant à l'endroit de Thomas d'Aquin, mais je veux dire, il y a dans la cité de Dieu cette réflexion sur le fait que c'est le sperme qui transmet le péché. Comme ça, c'est extraordinaire, parce que comme on procède tous du sperme, on est tous marqués par le péché original, etc. Évidemment, moi je crois au mal, mais je ne crois pas au mal radical, qui est la formule laïcisée, je dirais, du péché originel, et je ne crois pas non plus au péché originel, mais je crois à l'éthologie. Et il y a une nature humaine qui pour moi est la nature animale. Et quand en 1859 on a l'origine des espèces, mais plus encore la filiation de l'homme en 1871, ces deux textes, plus le second, mais de Darwin, qui sont extraordinaires. D'un seul coup, on découvre que oui, le mal existe, que le mal n'a pas à voir avec une âme immatérielle, mais qu'il a à voir avec un corps très corporel, puisqu'on est dans des logiques de domination de territoire, de mâle dominant, de mâle dominé, de femelles de mâle dominant, mais de femelles dominantes, il y en a aussi, et, etc., etc. Et c'est à partir de ça qu'on se dit, mais oui, il y a une nature humaine, bien sûr. Il y a, je reprends cette théorie dont on dit qu'elle est dépassée depuis, mais la théorie des trois cerveaux, entre le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien. Mais on le voit bien de temps en temps, le cerveau reptilien, sur les plateaux de télé ou dans certains journaux, etc. On voit bien le serpent qu'il y a chez Laurent Geoffrin. Ah non, j'avais peur. J'avais dit que je ne prononcerais pas son nom. Mais non. Mais on voit comment ça fonctionne. Et si on regarde la vie des animaux, moi j'adore la chaîne. Il y a une chaîne où on voit les animaux se comporter, là. 48. Je sais à cause de ma soeur. Vous regardez aussi. On s'est dit, mais les hommes sont tout entiers là, quoi. Vous voyez des singes, des macaques, des crocodiles, et puis moi je vois, je sais pas, Macron, etc., enfin les autres. Et on se dit, la nature humaine, il faut la réhabiliter, parce que vous avez raison, le grand projet transhumaniste consiste à dire, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a que des objets. La grande obsession transhumaniste, et la grande obsession du capitalisme planétaire, c'est la réification, c'est la transformation de tout en objet. Si on peut dire, un enfant de 9 mois, j'ai dit ça tout à l'heure sur un plateau de télévision, on m'a repris en disant un fœtus. Je dis, ah oui, un fœtus de 9 mois? Ça existe, des fœtus de 9 mois? Ça s'appelle un enfant. Si on peut accoucher d'un enfant à 2 jours du terme, et j'ai posé la question à des amis médecins, je dis, on fait comment? Une piqûre létale. Et j'ai dit, c'est Mengele, etc. On me dit, ah bah ça y est, je dis non, la dernière fois que ça s'est fait, c'était chez Mengele. C'est parce qu'effectivement, il faut mettre dans la tête des gens qu'un enfant n'est pas un enfant, mais que finalement, c'est un projet. Et si on renonce au projet, on ne renonce pas à un enfant. Donc si vous voulez acheter des enfants, vendre des enfants, porter des enfants pour les autres, si vous voulez faire des pièces détachées avec des enfants, pour voir, il n'y a aucun problème, c'est ce vers quoi on va. Et donc le projet transhumaniste fait qu'on a besoin d'en finir avec la nature humaine. Il faut, et j'ai beaucoup aimé, je les aime toujours, mais les philosophes matérialistes du XVIIIe siècle, la Métrie, l'homme-machine par exemple, hélas, ces gens-là pensent que l'homme n'est que machine. Or, le vitalisme est extrêmement intéressant, parce que soit on est mécaniste, et à ce moment-là, quand la philosophie matérialiste arrive au XVIIIe siècle, on nous dit,
plus de place pour l'âme. Ou alors l'âme est matérielle. Donc Dolbach, la Métrie, Helvétius, tout ça, c'est formidable. Et puis, vous avez des gens qui disent « Ah, mais pas du tout. Si vous prenez les atomes qui constituent un homme et que vous mettez ça dans un shaker et que vous secouez, vous n'aurez jamais un homme. » Il y a un principe vivant, il y a la vitalité qui est dans tout ça. Et on a des gens qu'on appelle des vitalistes, qui sont des gens qu'on appelle Bourdieu, Deleuze, pas Gilles Deleuze, mais l'école de Montpellier, et qui sont des gens qui disent « Eh bien oui, le vivant ne se réduit pas à de la matière. » Et on oppose souvent les matérialistes, alors de gauche, totalement matérialistes, évidemment, radicalement matérialistes, il n'y a que des atomes qui tombent dans le vide, etc. C'est Épicure, leur grand maître. Et puis de l'autre côté, des vitalistes qui nous disent « Ça ne suffit pas, le principe du vivant est là, et le principe du vivant, c'est pneuma, c'est l'âme, etc. » Moi, je pense qu'on peut être matérialiste, vitaliste, qu'on peut faire les deux. Et que bien sûr... catholique, hein. Comment ? Ça s'appelle catholique, là, selon vos définitions. Je vous expliquerai. Je veux bien. Je crois que vous allez avoir du mal, mais on peut démarrer, si vous voulez, un débat sur ce sujet-là. Il faudra que vous soyez aristotélicienne. Il faudrait que je le sois. Parce qu'avec la question des essences, de la substance, des attributs, bien sûr qu'on peut finir par montrer que je ne suis pas ce que je suis. Mais je vous assure que je le suis quand même. Et donc, cette pensée-là, c'est-à-dire un matérialisme mécaniste des plus sommaires, c'est ce qui triomphe avec le transhumanisme. C'est-à-dire l'horizon indépassable du capital planétaire, du capitalisme planétaire. Et surtout du libéralisme. Et donc, en ce sens, évidemment, il y a un combat à mener sur, non pas la restauration, mais l'éclairage de la nature humaine, en disant elle est toujours là. Et la négation de la nature humaine, c'est le summum de la barbarie. Je vais m'arrêter là-dessus, mais vous voyez que là aussi, on a des points de convergence, et qu'il y a ceux qui croient à l'âme, si on veut utiliser un terme général et générique, et ceux qui n'y croient pas. Non, vous êtes... Je me laisse porter. Prolixe. Aristote maintenant. non, mais je réagis simplement. J'ai noté là quand tout à l'heure vous disiez en fait tout le monde peut être français dès lors qu'il croit à la France. Et je crois que cette expression contredit ce que vous avez expliqué, notamment des couches successives et en partant de la géologie, puisque ça n'est pas simplement une croyance précisément, c'est d'abord un héritage, je crois, à la fois effectivement physique et historique évidemment. Et je crois qu'il ne s'agit pas de croire à la France parce que sinon vous allez rejoindre, je suis désolée, après Emmanuel Macron, mais Laurent Geoffrin, et nous expliquer que la France est une... J'ai vraiment envie de m'insulter ce soir. Non, mais s'il faut croire à la France, ça veut dire que la France est soit une croyance ou une idée. C'est leur mantra absolu. Et je réagissais là-dessus parce que l'expression me paraissait une conclusion assez étrange à ce que vous expliquiez et sur lequel j'étais assez d'accord sur l'évolution, en fait, à la fois de la géographie et de ce qui s'est greffé dessus. Et pour réagir sur la nature humaine, alors Saint Augustin, pardon, vous a peut-être transmis le péché originel. Il vous a aussi aussi et surtout transmis l'idée que vous étiez enfant de Dieu et que du coup vous aviez été sauvé déjà du péché originel lui-même. Il y a les deux. Théorie de la grâce, là, pour le coup. Comment ? Vous êtes dans la théorie de la grâce. Bah on oui. va parler du jansénisme, alors, là. Non, mais de tout le monde. Enfin, la théorie même de l'Église, là, pour le coup. Hein. On vous a pas transmis que le péché originel. On vous a transmis, au fond de vous, la capacité de le dépasser et de le surpasser. Bon, bref, ce sera une autre conférence, je pense, parce que ça va être un peu... On peut, hein, si vous voulez. Mais en fait, sur l'idée de la nature humaine... Mettez-vous à genoux, prier, etc. C'est Pascal, mais je connais bien. Non, mais sur la question de la nature humaine, moi je crois surtout que la notion de nature humaine, ce qui est très étrange dans la modernité, c'est qu'elle nous explique que tous les hommes sont frères et qu'on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'y a plus de nature humaine. Donc ils sont frères dans leur individualité, ce qui n'a absolument aucun sens et ils n'ont aucune ni vérité, ni bien, ni même enracinement en commun. M'a toujours un peu étonné mais bon, c'est pas la seule incohérence de la modernité. Mais la nature humaine, je crois qu'elle permet justement de répondre à la fois à l'universalisme mondialiste, on va dire, qui fait de tous les individus précisément des individus dénués de tout attachement, qu'ils soient nationaux, familiaux. On se souvient de Vincent Peillon nous expliquant que l'école servait à arracher les enfants de leur déterminisme familiaux. Donc ils ont professé jusque-là l'arrachement à tout enracinement. Donc ça permet de répondre à ce mondialisme universaliste qui finalement est une forme de nihilisme, parce que si rien ne précède l'individu et si rien ne le suit, alors la mort est le seul horizon. Donc c'est effectivement absolument désespérant. Et ça permet aussi de répondre à la tentation de l'identitarisme, on va dire, qui ne prend en compte pour le coup pas l'âme. Et c'est pour ça que je vous disais, prendre en compte l'âme et le corps me semble être assez catholique, dans cette relation en fait de l'identité à l'universalisme. Et
vous en avez fait quasiment une démonstration en expliquant justement, vous parliez des lumières d'Auge qui n'étaient pas les lumières d'ailleurs, du pays d'Auge, qui n'étaient pas les lumières d'ailleurs, et c'est par les lumières de l'endroit où vous naissez que vous avez découvert ce qu'était la lumière, ce qui était peut-être la beauté, et ce qui était même quelque chose qui vous transcendait. Et je crois que l'identité ne se défend précisément, parce que nous sommes corps, que nous avons besoin de ça et qui fait l'ange fait la bête. Donc nous avons besoin de prendre en compte notre corps, mais seulement l'identité et la défense de l'identité ne sert qu'à parvenir à l'universalité. Qui, elle, est incluse dans l'âme, et ce qui fait que, en effet, la personne étrangère au pays et aux racines qui nous permettent d'accéder à l'universalité n'est pas un étranger absolu, puisque de fait, nous avons l'humanité en commun. Et je crois que c'est assez important. Enfin, le lien entre eux, effectivement, le corps et l'âme, il est assez important pour répondre aussi à beaucoup d'errance de la modernité, on va dire. On la charge beaucoup, cette pauvre modernité. Mais par exemple, le fait justement que par le particulier, nous puissions accéder à l'universel, et ça me semble être la seule manière. On découvre pas le bien, le beau tout à coup en haut du ciel ou par des idées. On les découvre parce qu'on voit des choses qui sont belles, parce qu'on comprend des choses qui sont belles, parce qu'on ressent des choses qui sont belles, et là on parvient à l'universalité par le particulier. Et j'ai perdu mon idée du coup de répondre. Si, parce que justement, le fait que cette nature humaine, nous l'ayons en commun par-delà les frontières, pour le coup, eh ben, ça permet de répondre, par exemple, sur le terrain de l'écologie et d'avoir une réponse. Qu'est-ce que l'homme? Et si nous avons une nature humaine en commun, elle s'inscrit dans une nature qui dépasse de loin l'homme, et ça nous apprend aussi la relation à la création, et se sachant créer. Le mot va peut-être pas vous plaire, mais je pense qu'on s'entendra justement sur la question des limites de la nature qui nous sont données. On peut pas devenir démiurge, et à l'inverse, on peut, sur le terrain de l'humanité, on peut défendre que partout dans le monde, la tyrannie est une mauvaise chose pour les hommes. Ça ne dépend pas du particulier. Donc effectivement, pour moi, c'est pour ça que je vous ai répondu en riant que c'était être catholique, parce que si Dieu, je vais parler comme ça, si Dieu nous a voulu âme et corps, ça n'est pour négliger ni l'âme ni le corps, quoi. Est-ce que je rebondis sur ce sujet, ou est-ce qu'on... Comme vous le sentez. Non, est-ce que vous avez envie de réagir maintenant, ou on a 1000 autres questions à Non, mais comme poser, vous avez 4 ou 5 pages de questions, je ne sais pas si... Oui, j'en ai déjà abordé quelques-unes, et on a déjà abordé mais on peut énormément de choses à travers le début de cet rebondir sur l'universel aussi. Hein. Non, mais moi j'avais envie qu'on change un petit peu de pays, de continent même, et qu'on parle du Liban. Mais on va rapidement rejoindre des sujets que vous avez déjà abordés. Charlotte Dornelas, je sais que ce pays vous tient à cœur. Il y a eu cette terrible explosion le 4 août dernier sur le port de Beyrouth, 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont dévasté la ville. Vous êtes parti quelques jours après sur le terrain. Et j'aimerais d'abord que vous nous racontiez un peu cette expérience, et à travers elle aussi, et ensuite Michel Onfray, vous pourrez réagir. On compare souvent la situation du Liban à celle de la France. On parle pour la France de libanisation, pour différentes raisons. Je pense une corruption qui devient de plus en plus forte en France, une forme de corruption légale, et puis effectivement une partition territoriale, une partition religieuse, une partition ethnique. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc d'abord, ce que vous avez vécu au Liban dans ces jours qui ont dû être très durs au mois d'août, et puis effectivement ce que ça peut vous inspirer sur la situation française. Alors, ce que j'ai vu, pour le résumer assez rapidement, ce qui est horrible, c'est qu'on a tous vu les images de cette explosion dingue, complètement dingue, enfin les images en tout cas. Et en fait, le Liban aujourd'hui est dans un tel état que cette explosion était quasiment anecdotique dans le récit que les gens faisaient de leur vie, même à Beyrouth. C'est vous dire l'état du pays. Je ne dis pas ça pour relativiser le drame de cette explosion, mais c'était vraiment la cerise sur le gâteau, comme ils le disent eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui a des problèmes, effectivement, je ne pense pas que ce soit encore comparable, clairement pas de corruption absolue. En revanche, sur la question de la souveraineté, alors là, il y a un parallèle qui est absolument évident. C'est un pays qui ne parvient pas à assumer sa souveraineté. Pourquoi ? Parce que précisément, il est partitionné, notamment en confession religieuse, et qu'il y a l'affrontement. On retrouve évidemment l'affrontement entre chiites et sunnites, et tous les intérêts des pays chiites et sunnites qui
pose dans la vie du Liban lui-même. On le voit avec le Hezbollah et donc l'Iran et la partie sunnite et l'Arabie saoudite. Donc la guerre qui a lieu dans beaucoup d'autres pays couve plus ou moins, de manière plus ou moins évidente au Liban. Après, c'est un pays qui a été ravagé cette dernière année par une crise économique complètement dingue, qui était due à un système bancaire extrêmement opaque qui, je vais vous faire la conclusion directement parce que je ne suis pas prof d'économie, ça tout le monde le sait. Simplement que c'est un pays dans lequel il y a deux monnaies parce que pendant la guerre, évidemment, c'est un pays qui importe déjà 80% de ce qu'il utilise. Donc évidemment, le dollar est extrêmement important dans le pays et un dollar valait il y a un an 1500 livres libanaises et aujourd'hui dans la vie réelle un dollar vaut 9000 livres libanaises, sauf que leurs salaires sont toujours en livres libanaises avec l'ancien taux et ils n'ont plus le droit, les banques ont bloqué les comptes en dollars et par conséquent ils ne peuvent retirer que des livres libanaises à l'ancien taux, donc à 1500. Alors ça a changé, parfois les banques pour éviter la crise totale sont passés à 3500 ou 3900 livres libanaises, mais quoi qu'il arrive, en fait, ils ont perdu énormément d'argent. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui nous disaient on n'a plus mangé de viande depuis 6 mois. Un pack de lessive, pour vous donner l'équivalent aujourd'hui, nous coûte l'équivalent de $50 sur des salaires qui n'ont pas bougé. Donc j'ai vu que des gens, pour la première fois, pendant 10 jours, que des gens qui rêvaient de partir. Et ça m'a brisé le cœur parce que c'était sans doute un des derniers pays dans lequel beaucoup de gens trouvaient encore des raisons d'espérer parce qu'il y avait cette magie, cette résilience, comme on dit, mais il y a même un affrontement sur ce terrain-là entre les jeunes Libanais et leurs parents ou leurs grands-parents, où certains ont dit mais vous verrez, la résilience des Libanais nous permettra encore d'y arriver. Et j'ai entendu beaucoup de jeunes, ou même parfois leurs enfants, leur répondre que c'est précisément parce que la résilience avait parfois été un peu l'autre nom de la lâcheté sur ce terrain-là que là, ça ne serait plus possible en fait. Donc j'ai vu vraiment une désespérance que j'avais jamais vue dans ce pays-là, assez peu dans la région d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a un peu brisé le cœur parce qu'il y a un an. Il y a un an encore, la situation n'était pas comme ça. Et pourtant, Dieu sait s'ils traversent des choses vraiment pas évidentes. Après, sur cette expression de libanisation de la France, je sais pas, probablement parce que je connais bien le Liban, du coup je vois pas forcément, je comprends bien ce qu'on veut dire. Donc il y a cette question de la souveraineté où on pourrait faire un lien effectivement, même si c'est pas du tout dans les mêmes termes et puis c'est pas de la même manière. La souveraineté libanaise, elle est elle est en bloc. Elle est foulée aux pieds par des blocs politiques, mais qui sont reliés jusque dans la population, qui ont finalement deux appartenances, leur pays, mais ce qui parfois ne veut pas dire grand-chose quand il y a un affrontement où ils font directement allégeance à un autre pays et non pas à quelque chose de supranational. Après, sur la question de la partition, évidemment que c'est une question qu'on doit se poser. Quand on a un président de la République lui-même qui n'est pas très friand de ces questions-là et qui nous parle de séparatisme du matin au soir, il y a quand même une question qui se pose. Quand François Hollande et Gérard Collomb, qui me semble-t-il n'étaient pas exactement sur ma ligne politique, ont eux-mêmes fait ce constat-là, oui, évidemment, la question du séparatisme se pose. Et là, comment dire ? La question, elle se pose sur la question religieuse, bien sûr, mais je crois que parfois c'est une manière un peu facile aussi d'oublier la question précisément de l'identité tout simplement culturelle. Et ce séparatisme, il commence, la brèche de la division dans une nation, elle commence précisément quand on ne s'entend même plus sur la manière, ce que vous disiez tout à l'heure, sur la manière même de s'habiller, de vivre, de lire, de comprendre, et sur l'attachement que nous avons même à une géographie. Donc, et ça... Le parallèle est pas, me paraît pas toujours évident parce que l'histoire n'est pas du tout la même. Même l'histoire de ces dernières années, on sait que la guerre civile libanaise a été déclenchée parce qu'il y a eu un déséquilibre entre les communautés qui étaient effectivement fragiles et puis tout à coup 400 000 Palestiniens sont arrivés au Liban, évidemment très très majoritairement sunnites, et que les autres, les chrétiens et les chiites ont eu peur de
ce déséquilibre. Pourquoi ? Parce que depuis que le Liban a son indépendance, toute la vie politique est basée effectivement sur l'équilibre entre ces communautés. On l'a appris au moment de l'explosion, on l'a répété beaucoup que le président de la République libanaise était chrétien, le président du Parlement était chiite et le Premier ministre était sunnite. Et tout est créé comme ça, tout ne se réfléchit que comme ça. Et du coup, la corruption passe en permanence par le fait d'aller servir une communauté qui est aussi représentée par des électeurs, donc tout ça se lie, tout est en permanence religieux et politique, parce que pour le coup, la laïcité, même celle que je pourrais défendre et qui n'est pas la laïcité à la française, en tout cas pas telle que défendu aujourd'hui, n'existe évidemment pas. Tout ce qui est politique et religieux, et d'ailleurs cette question-là nous fait parfois extrêmement mal comprendre à la fois ce pays-là, mais beaucoup d'autres pays, et notamment les pays musulmans. Et je dis ça parce que y a un exemple qui va, je pense, parler à tout le monde. Quand Charlie Hebdo avait publié les caricatures, alors je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième fois, il y avait des Égyptiens qui avaient été interrogés, il y avait de très nombreuses églises qui avaient brûlé en Égypte à ce moment-là. Ils avaient dit c'est Charlie Hebdo, c'est la France, donc c'est chrétien. Je pense que je ne sais pas ce qu'en a pensé Charlie Hebdo de cette idée-là, mais voilà, quand un président de la République française décide quelque chose, c'est les chrétiens qui décident quelque chose. C'est pour ça que le parallèle me paraît pas évident dans le détail. Après, je comprends évidemment très bien qu'on parle de libanisation de la France si on parle de la question de la partition, de la question évidemment de la vie, du vivre ensemble entre les communautés, et la question même effectivement de la souveraineté et de la corruption, mais qui je pense se pose sur des échelles et de manière extrêmement différente. Sur cette question du séparatisme, Michel Onfray. Alors merci Charlotte d'avoir fait la démonstration que quand la politique cessait d'être une affaire privée et qu'elle devenait une affaire politique, c'était un bazar total. La démonstration est faite par vous-même. Si. Tout le monde aura pu vous entendre. Le vrai problème. Non, parce que alors là, je pourrais développer. Je vous interromps tout de suite parce que je j'entends bien. Non, mais justement, la question religieuse. Pas démontré, j'ai rien démontré. Non, parce que justement, les questions. Non, mais vous me permettez de préciser quelque chose, c'est que les questions religieuses sont devenues, en fait, les questions politiques s'appuient sur du religieux, mais il n'y a absolument rien qui relève ni de la foi, ni même de l'enseignement de ces religions dans leurs revendications politiques. C'est effectivement, comment dire ? Je vais réfléchir, continuez, je vais vous répondre. Oui, je vais juste développer, puis après vous me direz que vous n'êtes pas d'accord, hein, parce que j'ai pas encore eu le temps. Donc c'est un peu normal que vous ne sachiez pas quoi me répondre, puisque j'ai encore rien dit. J'ai juste dit la thèse. La thèse pour moi, c'est qu'effectivement, quand la religion devient une affaire politique, c'est le bazar. Vous êtes parti immédiatement là-dessus. Donc je développe maintenant en disant que la souveraineté n'est pas possible, parce que dans ces cas-là, le communautarisme fait la loi. Alors ça va bien quand vous avez 99% d'une même religion. La France est catholique, le catholicisme fait la loi, il n'y aura aucun problème. Mais si effectivement vous avez des sunnites, vous avez des chiites, vous avez des maronites, vous avez etc., et que vous avez une quantité incroyable de religions qui sont pratiquées avec chacun revendiquant le pouvoir pour sa propre religion. Alors vous avez bien dit tout à l'heure que le Premier ministre, puis que le ministre, puis que ceci, donc c'est pas la compétence qui importe, c'est la religion, etc., etc. Et tant que ça durera comme ça, ce sera le bazar, puisque la démographie étant ce qu'elle est, et que les taux de fécondité ne sont pas les mêmes chez les catholiques et chez les musulmans, il y a un moment donné où si vous dites on va jouer à la démocratie et on va voter, il n'y a pas de problème, c'est le Hezbollah qui fait la loi au Liban. Donc il y a un moment donné où, quand on pense en termes de souveraineté, on s'aperçoit que ça n'est pas compatible avec le communautarisme, que la religion doit rester une affaire privée, et que le problème, c'est que quand la religion vous va pas, c'est plus la religion, ça n'a rien à voir avec la religion. Tout le monde vous a entendu, c'est-à-dire que ça, pour le coup, c'est plus de la religion, ça a à voir avec la politique. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Quand c'est intimement lié, quand la politique et la religion sont intimement liées, on peut pas dire ouais, mais là à ce moment-là, c'est plus de la religion, c'est de la politique. Non, c'est de la politique contaminée par la religion. Et dans ce sens, c'est toujours mauvais, quelle que soit la religion. Je pense que la solution, c'est la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est de dire ça doit rester une affaire privée. Rien n'interdit après que vos convictions religieuses puissent produire des effets politiques, hein, entendons-nous bien. C'est-à-dire que vous puissiez avoir sur des sujets comme, je sais pas, des questions sociétales, comme on dit, mariage homosexuel, avortement, contraception, GPA, MPMA, etc. On peut dire j'ai ces idées-là, je défends ces idées-là.
Et puis derrière, il peut y avoir une conviction qui sera intime, qui sera une foi catholique. Moi, mon problème, c'est pas de savoir d'où vient la conviction, c'est que la conviction, elle se constitue et qu'elle soit susceptible d'être proposée aux citoyens. Je dis que quand on pense en termes de communautarisme, effectivement, la laïcité n'étant pas présente, la communauté n'est pas possible. Donc la souveraineté n'est pas pensable. Seul le souverainisme permettrait au Liban d'être véritablement Liban, c'est-à-dire de devenir une nation souveraine, indépendante, etc. Je reviens à la géologie et la géomorphologie. Les cartes disent tout, la plupart du temps. Les cartes géologiques, mais aussi les cartes. Quand vous regardez le Liban, c'est comme une tectonique des plaques, et vous voyez très bien que, au moment du protectorat, il y a eu quelque chose qui faisait qu'un trait d'union se faisait entre l'Europe et l'Orient, le fameux Orient compliqué qu'on aborde avec des réponses simples du général de Gaulle. Et effectivement, il y a là un point de jonction qui fut français un temps, et qui, en tant que tel, a produit des élites, parce qu'il y avait de l'argent, parce qu'il y avait des banquiers, parce qu'il y avait de l'intelligence, parce qu'il y avait du commerce, parce qu'il y avait de la circulation, etc. Et il y a eu des points, et il y a toujours des points, on va parler de la Turquie, mais on pourrait en parler, c'est un point de jonction de tectonique des plaques aujourd'hui quand on fait de la géostratégie ou de la géopolitique, et il me semble que le communautarisme ne peut pas fonctionner, cette idée que les religions devraient faire la loi, ça ne peut pas fonctionner non plus, que le souverainisme n'est pas possible, n'est pas pensable dans cette configuration-là, et que la démographie est une chose extrêmement importante. Dans cet endroit où finalement vous avez un Cardo, un Decumanus, diraient les spécialistes de l'archéologie romaine, c'est-à-dire l'axe nord-sud et l'axe est-ouest, vous avez au centre du Cardo et du Decumanus, vous aviez le forum qui était le lieu symbolique central et sacré de la cité. C'est comme ça que ça se constitue, on fait un petit tour autour, vous connaissez l'histoire, Romulus et Rébulus, etc. Les cités se constituent comme ça. Le Liban est un point de jonction, carrefour nord-sud, est-ouest. C'est normal qu'on retrouve tous ces gens qui arrivent ici et qui se mélangent complètement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette configuration-là? Je dis, bon ben voilà, d'accord, le joli temps qui montrait une espèce d'Orient occidentalisé et qui avait toute notre faveur, de même avec la Turquie kémaliste, on se dit mais on n'y est plus à la Turquie kémaliste, on n'y est plus non plus avec cet Orient qui sentait la fleur d'oranger, etc. C'est terminé, ça sent la poudre maintenant, le Liban. Et donc il y a effectivement une pensée à avoir. Moi j'ai eu l'occasion avec mon ami Stéphane Simon, on a eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur, de poser ces questions-là de manière éminemment concrète. La démocratie n'est pas possible au sens strict du terme, parce que si vous faites voter tout le monde, c'est clair, le Hezbollah fait la loi, c'est-à-dire que l'Iran est là. L'Iran est au Liban, totalement, définitivement. C'est-à-dire que l'Iran a pour ennemi Israël, et il y a donc une frontière commune entre l'Iran et Israël. Donc c'est là que la question se pose. On fait quoi ? Et au nom de quoi? Quand on est Emmanuel Macron, qu'est-ce qui fait qu'on arrive, on dit « Oh, moi j'apporte des valises d'argent si vous êtes gentil, hein. Si vous êtes gentil. Si vous réglez les problèmes financiers, monétaires, etc., vous aurez de l'argent, on vous aidera, dans le genre, bientôt vous pourrez faire partie de l'Europe. Hein. C'est ça que dit Macron quand il y va. D'abord, on peut avoir honte d'être représenté par un homme pareil dans ces cas-là, avec j'allais même pas dire une hauteur de vue, parce que là on est au ras du sol, donc, mais avec une vision des choses aussi terrible. Mais il y avait une carte à jouer là-bas. Comme il y avait une carte à jouer avec la Turquie, nous n'avons pas joué cette carte mal jouée parce qu'il y avait Mitterrand, il y avait Chirac et que tous ces gens-là étaient dans des logiques de parti et pas du tout dans des logiques nationales. Qu'est-ce qu'on fait de la France? Le problème, c'est pas de savoir si on va être élu ou avec qui, et si on va gagner les prochaines élections ou la prochaine échéance électorale. C'est juste de dire que fait la France. La tradition française dans le monde, c'est quoi là-bas? Ça veut dire quelque chose, la France, quand on est sur place. Il y a encore une espèce de désir, d'envie, mais aussi de ceux qui n'aiment pas la France et qui ne l'aiment pas quand ils sont libanais, parce qu'effectivement, ils sont antisémites, parce qu'ils sont défenseurs de l'Iran, parce qu'ils sont défenseurs de l'islam, et qu'ils jouent aussi là-bas la question des croisades. Ça continue, ces croisades, je sais pas, 2.0 ou 4.0, on continue avec ça. Si on n'a pas un chef d'État qui est capable d'avoir une vision géostratégique et géopolitique, c'est-à-dire militaire aussi, de cette question-là, en disant mais on peut vous aider si effectivement vous allez vers la laïcité, vous allez vers une forme de démocratie qui ne sera pas une démocratie du genre tout le monde vote, on fait le total et puis on regarde au bout du compte, parce qu'on connaît déjà le résultat. Et il faut penser en termes qui ne sont plus jacobins. C'est ça aussi le problème là-bas, comme en France. C'est-à-dire que si on veut un État jacobin, ça ne marchera pas. Tout le monde sera mécontent. Mais si on veut un État fédéral,
de type suisse même si l'on veut, mais un peu dans l'esprit de ce que Camus proposait pour la guerre d'Algérie. Il y a ceux qui disaient il faut que l'Algérie reste française, on connaît l'histoire, ceux qui disaient pas du tout, il faut que l'Algérie devienne algérienne. Il y a Camus qui dit mais c'est quoi ce truc, il y a 10 millions d'Algériens, il y a 9 millions d'Algériens de souche si l'on veut utiliser ce terme-là, et puis il y a 1 million de gens qui sont européens mais qui sont aussi de souche, ils sont là depuis quand, en 1830, bon et qu'est-ce qu'on fait? Et Camus dit mais on devrait pouvoir fédérer, penser l'État de manière fédérée. Si le Liban ne pense pas l'État en termes laïques, s'il ne le pense pas en termes de souveraineté, s'il ne le pense pas en termes de girondisme et pas de jacobinisme, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que la France pourrait aider le Liban avec un programme comme celui-ci, en disant mais fédérez. Moi, quand je suis allé en Israël, par exemple, je suis en voiture, puis à un moment donné, on me dit bah, ça c'est palestinien, puis ça c'est israélien, ça c'est palestinien. Mais je dis mais c'est où, c'est quoi, c'est comment? Puis à un moment donné, on m'a fait voir une carte, là encore, très parlante. Tous les territoires palestiniens étaient en vert et il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire qu'Israël n'existait pas. Israël était effacé de la carte. Mais Israël effacé de la carte, on voyait le principe d'archipélisation de la Palestine. Ce sont des confettis partout. Je vous dis, en voiture, vous rentrez, on dit alors on est où, vous sortez, bah, vous en êtes sortis, etc. De la même manière qu'on ne résolverait pas le problème israélo-palestinien avec un schéma jacobin, on ne résoudra pas non plus le problème libanais avec un schéma jacobin. On a vu ce que ça a donné avec l'Algérie, ça a fait des malheurs de part et d'autre. Depuis 1962, on voit ce que l'Algérie a fait de son indépendance. On se dit, mais est-ce que le projet de Camus aurait pas permis autre chose? Donc si on se défait des vieilles logiques, si on pense en termes de géostratégie, si on pense en termes aussi de géologie, de géomorphologie, quand on voit le pays, on se dit, mais il y avait là un axe majeur. Et sur cet axe majeur, la France pouvait jouer un rôle. Elle a pu en jouer un à l'époque où elle avait une politique, notamment une politique arabe, c'est-à-dire aussi une politique israélienne. On sait très bien que ce qui se joue là-bas, c'est le point de jonction entre l'Orient et l'Occident, d'une certaine manière, entre Israël et ses voisins. C'est ces questions-là qui sont posées. Il est bien évident que Macron, qui veut transformer le monde en marché, n'a aucun intérêt à dire il y a une solution de géostratégie ou de géopolitique qui est une solution française. Parce que nous avons des valeurs et nous pourrions vous les proposer. Donc ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, la libanisation. J'ai utilisé ce mot-là, comme on a utilisé balkanisation, comme on a utilisé finlandisation. Et aussi bien en Finlande, j'en avais parlé à l'ambassadeur, il me dit nous on n'aime pas ce mot-là. Eh bien c'est la même chose avec la libanisation. Les Libanais n'aiment pas la libanisation. Parce qu'il dit mais vous donnez de nous une image qui est déplaisante et voilà. Donc moi j'ai rayé ce vocabulaire de la carte, mais en même temps c'est pas seulement une querelle sémantique. Je vois bien ce que ça veut dire. Donc si ces questions effectivement de communautarisme, ces questions de religion qui fait de la politique à la place de la politique peuvent être déplacées sur le terrain français, on voit bien ce que ça veut dire. Nous sommes de fait dans une logique de libanisation, si l'on veut penser dans ces termes-là, parce qu'il y a des revendications communautaristes religieuses, et que ces revendications, c'est pas comme ceux qui nous disent mais ça n'a rien à voir avec l'islam, il ne faut pas d'amalgame, il ne faut pas assimiler, un peu. Je ne veux pas vous insulter en le disant, mais un peu comme quand vous dites, mais ça c'est une politique religieuse qui ne m'intéresse pas, donc c'est pas de la religion. Je fais le tri, il y a la bonne politique religieuse, puis il y aurait la mauvaise politique religieuse. Moi je vous dis que dès qu'on met le sacré dans cette affaire, c'est problématique. Et là vous avez ceux qui vous disent, mais ça n'a rien à voir, l'islam, religion de paix, de tolérance et d'amour, enfin on connaît la scie musicale habituelle. Et puis les gens qui font les terroristes, ils n'ont pas lu le Coran, ils disent n'importe quoi. Mais si, moi j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu la biographie du prophète, eh bien c'est dans le cœur du Coran. Donc voilà. Et il y a un moment donné où, si on n'est pas dans ces logiques, je dis, girondines, laïques, fédéralistes, eh bien on ne parviendra à rien. Et la France n'est pas capable d'exporter ce modèle-là parce qu'elle ne cesse d'exporter le modèle jacobin. Parce que nous avons raté l'Algérie. Et que la question de l'Algérie, c'est pas il fallait la garder ou il fallait la perdre. C'était ni ça, ni ça. Mais il fallait proposer quelque chose qui rende possible le fait qu'elle soit gardée sous une autre forme, qui aurait rendu possible un fédéralisme qui permette à chacun d'y aller dans ce qu'on pourrait appeler un communalisme libertaire. Camus parle de ce qu'il appelle les douars communes, c'est-à-dire une espèce de pouvoir donné à chacun. Vous avez dans le village un pouvoir communal qui reste tribal et qui peut faire plaisir à des gens qui se diraient autochtones, quand d'autres pourraient aussi penser les choses autrement et différemment. Si on sort du modèle pyramidal, et là encore, je ne veux pas vous embêter trop, mais je veux dire, le modèle jacobin, c'est quoi? C'est le modèle issu du christianisme. Un Dieu au ciel, avec des archanges, des anges, etc. Donc une logique pyramidale, cité de Dieu, cité des hommes, comment on fait? La même chose. Le Dieu sur terre a son représentant, celui qui est le représentant de Dieu sur terre, c'est le roi, c'est le prince, c'est le monarque, c'est le pouvoir d'un seul.
Et quand on inverse cette perspective et qu'on dit mais si l'on veut sortir de ce schéma théocratique pour rentrer dans un débat, dans un schéma démocratique, alors là pour le coup, on retrouve le peuple. Et c'est là qu'il faut avoir le souci du peuple. Et nous avions, vous et moi, cette conversation, j'ai une discussion que j'avais avec un ami prêtre en soutane, et qui me disait, il y a... Parce que vous voyez ce que ça veut dire, quand il faut préciser, hein, c'est pas un ami du pape François. Et donc, moi non plus, je ne suis pas un ami du pape François, mais qui me disait qu'il y avait effectivement une façon de penser le peuple et la question de la souveraineté du peuple via Dieu. Et là, moi, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que quand on pense que Dieu s'exprime par le peuple, et que la souveraineté du peuple, c'est la voix de Dieu, je me dis, mais moi, si j'étais chrétien, je foncerais là-dessus, en disant, mais voyez comment le schéma théocratique peut être dépassé et débordé au profit d'un schéma démocratique, au sens noble du terme, et peut-être républicain, au sens étymologique du terme. Parce que, on ne le dit pas beaucoup, mais dans le contrat social, Rousseau dit qu'on peut être monarchiste et républicain. C'est-à-dire les gens ont l'impression que si on est l'un, on n'est pas l'autre et vice-versa. Mais il dit, mais si on a le souci du bien public et de l'intérêt général, eh bien on est en république, de sorte qu'un monarque qui aurait le sens de l'intérêt général et du bien public pourrait être dit républicain. Donc repenser toutes ces catégories-là, c'est très intéressant à la lumière du Liban. Parce qu'avec Stéphane, on est allé au Liban, on a fait un film sur le Liban d'avant l'explosion, et puis après, évidemment, il a fallu refaire un peu ce film à partir de l'explosion. Mais la thèse a été effleurée par Aoun, par Michel Aoun. Mais est-ce que ça a explosé comme ça, naturellement, tout seul? On sait aujourd'hui qu'on peut balancer un drone, que personne ne verra ce drone, et que ce drone peut très bien créer l'explosion qui va faire ce que nous savons désormais. Cette idée du « ah, c'était accidentel », c'est comme Notre-Dame de Paris, hein. L'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est accidentel. Il y a des gens dont le métier consiste à vérifier qu'il n'y a pas des mégots, des départs de feu. Ils sont payés pour ça. Il y a des écrans, il y a des vidéos, etc. Le toit de Notre-Dame disparaît. C'est pas un problème. Sinon, on est complotiste. Donc, si on dit, mais moi, j'aimerais bien savoir, question de causalité, le fameux principe, le premier moteur immobile ou la cause incausée, si nous voulons être aristotéliciens, ça vient d'où? Et cette question est, qui a intérêt à déstabiliser le Liban de cette manière-là? Qui a intérêt à faire de telle sorte que cette explosion ait lieu? Alors évidemment, peut-être une étincelle, peut-être la négligence, peut-être... Tout ça est possible en même temps. Hein. Mais on peut aussi imaginer que, après tout, il y a là une façon de déstabiliser cette partie-là, et qu'il y a des gens qui ont intérêt à déstabiliser cette partie-là. Clairement, le Hezbollah. Hein. Donc je ne dis pas qui a pu le faire, qui l'a fait, ou en disant j'ai des hypothèses, j'ai des certitudes sur ce sujet-là. Je dis simplement qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a eu une explosion quand on sait que cette explosion a mis le pays par terre. Et durablement. Et puis juste une dernière remarque, et je serai rapide sur ce sujet parce que j'ai déjà trop parlé, mais je pense que la diaspora libanaise fait assez peu pour son pays. Je trouve qu'il y a beaucoup d'argent à l'étranger, qu'il y a beaucoup de talents, de gens intelligents, brillants, il y a une diaspora brillantissime partout sur la planète, mais que ça n'est pas une façon d'être nationaliste ou d'aimer son pays que de continuer à faire du business partout sur la planète en disant on a quitté ce pays. Je pense que l'amour du pays, quand il est comme ça, lointain, qu'il est un peu folklorique, c'est une chose, mais à un moment donné, on ne peut pas imaginer que quand les Allemands arrivent à Paris en 40, tout le monde s'en aille en disant on laisse la France aux occupants, quoi. Oui, il y a une occupation du Liban par des puissances étrangères. Oui, il y a effectivement une présence palestinienne, il y a une présence iranienne, il y a une présence syrienne et le peuple se fait déborder. Là, on pourrait parler d'un grand remplacement. Mais je pense qu'il y a un moment donné où la solution ne peut pas venir d'un plan du FMI, du genre on vient, on vous donne de l'argent, on reconstruit tout ça, puis vous saurez vous en souvenir quand on aura besoin de partenaires pour nos marchés européens. Je pense qu'on peut penser les choses tout à fait autrement sur ce terrain-là, mais pour ça, il nous faudrait un homme politique, enfin au sens générique du terme, ça peut être une femme politique, mais qui ait une vue générale qui nous permettrait de dire qu'allons-nous entretenir comme relation avec cet endroit du monde, comment allons-nous régler des problèmes qui sont les problèmes de nos relations avec la Turquie, de nos relations avec l'Iran, question chaude ces temps-ci, éminemment chaude, avec la Syrie, avec les Palestiniens, donc avec Israël, c'est-à-dire avec Trump, hein, c'est un jeu où tout se tient, et je pense qu'il faut une subtilité que notre président de la République n'a pas.
Alors très rapidement sur cette partie, vous avez dit en gros si on pose des questions on est complotiste. J'ai souvent justement fait cette réflexion en disant les gens qui posent des questions ne sont pas nécessairement complotistes. En revanche, quand on pose des questions pour ne pas sombrer dans le complotisme, je pense que notre devoir c'est d'essayer de chercher les réponses. Sur le Liban, on les a pas évidemment puisque l'enquête est en cours. Donc c'est effectivement une possibilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Libanais avaient demandé à ce que l'enquête soit internationale et non pas placée évidemment sous la coupe de leur gouvernement qu'ils jugent à la fois corrompu et jugé parti évidemment si l'une des parties libanaises était impliquée. En revanche, sur Notre-Dame, on va vous abonner à Valeurs Actuelles parce qu'on avait fait J'y suis et, je le lis. Alors vous aviez donc lu le papier voilà, 1 an après Notre-Dame où effectivement les enquêteurs eux-mêmes parfois l'accident pourrait ressembler initialement à quelque chose qui n'est pas accidentel, mais là, en l'occurrence, pour le coup, tous les enquêteurs avaient dit voilà, on a eu beau chercher, vraiment, on n'a pas trouvé. Alors, il y a encore une question à l'origine, c'est-à-dire comment ce feu s'est déclenché vraiment. Il n'y a pas vraiment de réponse, mais en revanche, à la fois le mégot ou la personne qui serait rentrée dans Notre-Dame, les enquêteurs sont assez certains que ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc ça c'est pour la partie. Ne peut pas mettre le feu à une cathédrale, c'est pas possible. Non mais justement, donc c'est pour ça. Non mais surtout quand il y a des caméras, un point pour dire des que services de surveillance, des pompiers dont le métier consiste à travailler pour vérifier. Mais parfois c'est un enchaînement. Voilà, la première personne qui est montée n'avait pas vu le feu parce qu'elle n'était pas au bon endroit, donc il y a du temps qui s'est passé et parfois il faut accepter que les réponses soient... Enfin bon, bref, on va pas faire un débat sur l'incendie de Notre-Dame, mais je voulais simplement répondre à ça parce que je fais partie des gens qui n'aiment pas quand on accuse de complotisme les gens qui posent des questions, mais je fais aussi partie des gens qui disent qu'il est important pour le bien de tout le pays qu'on accepte aussi parfois des réponses, même quand elles correspondent pas nécessairement à ce qu'on attendait. Sauf que là, il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse, mais non, mais si, sur l'enquête, honnêtement, les enquêteurs, ils ont cherché tous les produits qu'il pourrait y avoir, etc. On a quand même eu un début de réponse. Mais bon, bref, je n'ai pas fait l'enquête moi-même, ça c'est vrai aussi. Après, sur la question j'ai retrouvé du coup ce que je voulais dire sur la question des religions, l'espace privé, l'espace public. Vous avez dit vous-même d'ailleurs que Michel Aoun avait commencé à évoquer la question pour une raison simple, c'est que ce que je voulais dire au début, c'est que je trouve assez injuste d'abord et assez peu pertinent en fait de traiter les religions notamment dans leur rapport à la politique parce qu'ils ne sont pas les mêmes et que précisément quand vous dites que la solution en fait pour remettre à leur place le politique et le religieux c'est la laïcité, c'est quand même quelque chose qui a été à la fois pensé et conçu par le catholicisme avant même que ce soit mis en place même chez nous. Non mais cette idée de séparer la gestion des choses temporelles et des choses spirituelles est tout à fait pensable et pensé d'ailleurs par le catholicisme, ce qui n'est pas forcément le cas effectivement encore une fois de religions qui sont des orthopraxies et qui donc gèrent, qui sont en plus d'être une foi, une manière de vivre, ce qui n'est pas le cas du catholicisme et c'est pour ça que je vous rejoins absolument quand vous dites que le communautarisme rend impossible la vie d'un pays. Je suis absolument d'accord avec ça et quand je dis que je suis une seule personne dans l'espace privé et dans l'espace public, c'est simplement que ce ne sont pas des questions religieuses qui relèvent de la foi qui doivent gérer les questions politiques et c'est pour ça que l'État est séparé de l'Église, mais qu'en revanche la société, elle, est religieuse par les gens qui la composent et vous qui voulez la souveraineté du peuple, vous prenez forcément en compte le peuple tel qu'il est et s'il doit être catholique ou musulman ou juif ailleurs, il l'est dans sa vie privée et dans sa vie publique et c'est d'ailleurs pour ça, je crois, qu'on se trompe quand on met la question par exemple du voile, du port du voile en France ou la question du halal à la cantine, qu'on les met sur le terrain de la laïcité. Je crois que tout le monde se fiche absolument de savoir quelle est la foi qui pousse ou non à porter un voile. Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est la foi? C'est simplement qu'il y a un moment où ça percute la vie d'un pays sur sa manière, sur ses mœurs, sur ses us et coutumes qui font aussi la souveraineté, parce que la souveraineté ne peut pas être simplement le contenant, on va dire, et que s'il passe par le peuple, alors le peuple fait aussi son unité dans sa manière de vivre, tout simplement. Et donc je crois que la laïcité, c'est une chose qui est franchement, et c'est pour ça que je répondais à l'attaque, en l'occurrence, je ne dis pas la religion, c'est la religion quand ça m'arrange ou pas.
C'est simplement que cette question de la laïcité, elle est très difficile à concevoir, notamment par l'islam dans ces pays-là. Et c'est notamment une discussion qui est en permanence entre les autorités à la fois religieuses et politiques au Liban. C'est que le patriarche a appelé 1000 fois l'État libanais à séparer les choses politiques des choses religieuses. Et quand je vous prenais l'exemple de Charlie Hebdo, qui devient une attaque catholique contre les musulmans en Égypte, ça montre bien cette confusion intrinsèque entre le religieux et le politique qu'a l'islam et qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi dans le judaïsme. Donc c'est simplement sur cette question-là. Et après, sur la question de le catholicisme a créé le jacobinisme. Les pauvres catholiques, ça fait beaucoup. Mais effectivement, la question... Je ne pense pas que ce soit tellement le catholicisme après que ça ait imbibé effectivement la France, ça, je ne peux pas vous l'enlever, mais le fait qu'il y ait besoin d'un chef dans un pays et pour incarner la nation, ça je peux l'assumer. En revanche, le lien qu'il y a entre le chef et à la fois les régions, ce que vous appelez les communes, comment vous avez dit, les communes libertaires, non, vous avez dit le communalisme. Le communalisme libertaire, ça s'appelle dans le catholicisme, et le catholicisme l'explique très bien, la subsidiarité tout simplement. C'est-à-dire que oui, il y a une décision qui est prise à l'échelle de tout un pays, parce que pour qu'il y ait une unité, il faut une décision commune qui soit à la base, qu'en revanche, la responsabilité vienne au plus petit stade de responsabilité, c'est une idée qui est parfaitement compatible aussi avec le catholicisme, l'idée que le responsable le plus petit prend la responsabilité pour lui et que tout ne se décide pas, et c'est d'ailleurs l'harmonie, la très bonne harmonie entre les familles et la nation. Quand on dit que la nation est une famille, deux familles, c'est pas parce que le chef de la nation prend la place du père de famille. Et ça... Je vais être court justement sur la réponse à la réponse qui répondait à la réponse de la réponse. C'est-à-dire que comme, sur cette idée, je trouve un petit peu fort, que le christianisme aurait inventé la laïcité, permettait quand même... il faut penser en termes historiques. C'est la même chose avec le Coran. Hein. Je connais l'argumentaire du « il faut rendre à César ce qu'il faut rendre à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Vous savez que je ne souscris pas à l'existence historique de Jésus, mais convenons de l'existence historique de Jésus pour pouvoir dater. Eh bien, ça veut dire effectivement que quand Jésus le dit, le pouvoir n'est pas religieux. Le pouvoir devient religieux quand Constantin, en 312, décide que l'Empire va devenir chrétien. Ce n'est pas exactement la même chose de dire cette phrase-là dans une logique où on est opposé au pouvoir et dans une logique où on est au pouvoir. Pas du tout la même chose. Donc, tous ceux qui, à partir de Constantin, vont résister à cette conception théocratique, monarchique, donc jacobine, le pouvoir d'un seul. C'est le pouvoir d'un seul, c'est la généalogie du jacobinisme. Ben non, mais il n'y a pas une idée qui tombe du ciel, sauf, l'expression n'est pas bienvenue, mais je veux dire, elles viennent toujours de quelque part, les idées, et l'idée jacobine, elle vient de ce schéma chrétien. Donc je veux bien qu'on dise aujourd'hui que les chrétiens se sauvent en disant, mais c'est nous qui avons inventé la laïcité. Je dois dire qu'à chaque fois que la laïcité a fait des progrès, vous étiez toujours contre. Quand la Révolution française a lieu, je vous assure que l'Église... Non, vous l'Église. Hein. Donc j'enlève le vous, parce que je sais bien que vous n'étiez pas là. Permettez que j'ai un peu le sens de la chronologie. Malgré votre jeune âge, je sais qu'à l'époque, vous n'y étiez pas. Mais quand même, qu'il y a un moment donné où vous faites contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire que vous allez nous expliquer que la séparation de l'Église et de l'État, c'est vous qui l'avez voulu aussi. Il ne faut pas exagérer. À chaque fois la séparation de l'Église et de l'État, pardonnez-moi, mais... Non, je voudrais juste répondre à la réponse qui répondait à la réponse qui était là. Juste dire que le combat laïque ne se fait pas chez les chrétiens. Il se fait contre le christianisme pendant des siècles. Et quand la laïcité parvient à produire des effets, c'est-à-dire quand la théocratie disparaît au profit de la démocratie, c'est la Révolution française. Et je ne sache pas que la Révolution française ait été bénie par l'Église. Vous trouverez des prêtres jureurs, d'accord, mais les prêtres jureurs, c'est comme vous voulez, mais ça peut dire que c'est l'Église. Mais l'Église a toujours refusé la laïcité. En 1905, elle refuse aussi. Puis à un moment donné, vous n'avez plus le choix de ne pas refuser, puisque c'est devenu ce que c'est devenu, donc il vous suffit de dire que c'est vous qui l'avez inventé. Non, soyez bonne joueuse, je dirais. La laïcité s'est constituée contre la théocratie, et à chaque fois qu'il y a eu des progrès de la laïcité, l'Église s'est mise en travers. Qu'aujourd'hui vous puissiez récupérer en disant c'est nous,
je trouve que c'est pas fair play, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Quand Marcille Ficin est celui qui commence à penser la laïcité au XIIIe, eh bien ça se fait contre l'Église. Quand on aura des réflexions qui, par exemple, avec le prince de Machiavel, c'est pas exactement le prince, c'est des principatibus, c'est-à-dire des principautés. On a une anthropologisation qui consiste à dire, eh bien maintenant, on va partir de l'homme tel qu'il est. On parlait tout à l'heure de la nature humaine. Hein. On a à ce moment-là cette idée qu'il faut séparer le politique de l'éthique. Et quand on sépare politique et éthique, c'est qu'effectivement, on estime qu'il faut produire des effets politiques qui ne soient pas éthiques. Ben, je vous assure que l'Église n'est pas forcément pour à ce moment-là. Le machiavélisme, c'est pas ce que dit Machiavel, hein, le machiavélisme, mais le machiavélisme, c'est pas théoriquement la pensée de l'Église. C'est peut-être sa pratique, mais c'est sûrement pas sa pensée. Donc je pense qu'il y a un moment donné où c'est pas grave de dire que vous n'avez pas inventé la laïcité, mais ne feignez pas d'avoir inventé ce qui vous a été imposé et contre lequel vous avez lutté tant que vous aviez le pouvoir. Aujourd'hui, effectivement, l'Église est devenue, même l'Église est devenue laïque et essaie de se faire pardonner. Il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de transcendance. Vous voyez que vous le regrettez. Ah oui. Ah mais non, mais bien sûr. Non, mais en fait, sûr. je pense qu'on n'a pas, du tout la même... Bien sûr que je le regrette. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de boy scout à la tête de l'Église. On a besoin de gens qui fassent de la théologie, qui aient le sens du sacré. Bien sûr, moi je l'ai dit, je le répète et je le répéterai. Je l'ai dit dans Décadence. J'ai consacré un chapitre à Vatican II. Et quand on regarde le fonctionnement, là, on voit bien que moi, je dirais un grand malheur pour l'Église. Hein. Je dis, c'est pas mon monde. En même temps, c'est le mien. Je suis né dans le christianisme et je reste chrétien. Et je pense, puis j'arrête juste là-dessus, que là aussi, j'ai renoncé à un livre que j'avais prévu pour démontrer qu'il n'y a pas d'historicité du Christ, parce que je me suis dit, je ne veux pas blesser les chrétiens. J'ai blessé avec le traité de la théologie, ce que je n'ai pas voulu, mais bon, ça peut blesser, y compris des gens qui me disent, quand vous dites que Jésus n'existe pas historiquement, c'est une insulte, vous me méprisez, etc. Et je reçois beaucoup de lettres insultantes des catholiques qui ont du mal à aimer le prochain, hein, ou à pardonner les offenses. Mais c'est un peu ce que je reproche au christianisme, d'ailleurs, un certain nombre de chrétiens qui ont du mal avec l'amour du prochain, le pardon des offenses, etc. Mais j'ai dit, bon, je ne savais pas que je pouvais vous humilier en vous apportant des preuves historiques dont j'aimerais que vous puissiez me les réfuter, mais je me suis dit, ce texte-là, ce livre-là, j'ai le plan, j'ai des notes, je ne le fais pas, parce que je pense qu'il faut faire un front commun, de la même manière qu'il faut faire un front commun souverainiste sur le terrain politique, il faut faire un front commun judéo-chrétien. Je crois qu'il faut faire un front commun judéo-chrétien. Et que le front commun judéo-chrétien peut se faire avec des athées. Et donc on a dit, vous êtes un athée chrétien. Je dis non, ça c'est une expression d'André Comte-Sponville. Mais je suis un athée qui défend une civilisation qui est judéo-chrétienne. Et là, pour le coup, on peut faire aussi un front populaire et un front commun. Et puis on peut continuer à se dire des choses sur la laïcité, sur la transcendance, sur le rôle d'Aristote, sur le premier moteur immobile. Et c'est ce qui fait l'intérêt de notre soirée ce soir déjà, hein, de notre soirée, et de la discussion, parce que ça a été ça pendant des siècles, l'histoire de la philosophie. Ça a été, je parlais tout à l'heure de tectonique des plaques avec le Liban, mais la tectonique des plaques entre la théologie et la philosophie. Moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, je ne vais pas parler au passé, toujours vivant, mais Benoît XVI, parce que formé à l'herméneutique allemande, son Jésus est d'une qualité extraordinaire, exceptionnelle, et je me dis, mais au moins, on peut débattre. On peut débattre en disant qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, parce que cette conception du débat, elle procède du judéo-christianisme, le fameux pig-pool des juifs, puisque effectivement le judaïsme a produit le catholicisme, et que je parle moi du judéo-christianisme. Alors je sais que ça blesse certains juifs, mais là encore, je dis, le christianisme vient du judaïsme, vous ne pouvez pas l'empêcher. Quand je dis judaïsme, je n'ai pas dit judéo-christianisme. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais je crois que nous avons en commun, au-delà de tout ça, Bach, Mozart, Rubens, je sais pas, enfin qui l'on voudra, un Carpaccio, enfin pas le Carpaccio dans la cuisine, mais je veux dire le peintre. Nous avons Kant, nous avons Bossuet, nous avons Pascal, nous avons Dante, nous avons même Cervantes. Enfin, toute cette culture européenne et judéo-chrétienne, je pense qu'elle mérite d'être défendue, et que là, pour le coup, on ne va pas aller chercher justement ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas, ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas. Parce qu'il est temps de défendre les valeurs de l'Occident judéo-chrétien. Je n'imaginais pas qu'à 16 ans, j'emploierais ce vocabulaire plus tard, mais je crois effectivement qu'il y a péril en la demeure, parce que d'aucuns ont envie de détruire cet Occident judéo-chrétien, y compris des gens qui sont des produits du judéo-christianisme. Alors...
Rapidement sur cette question de la laïcité, en fait, d'abord la séparation de l'Église et de l'État s'est faite bien avant la Révolution française. Il y a qu'à voir l'histoire à la fois des rois et de leurs relations avec le pape, les papes, savoir où habitait le pape. Donc c'est une lutte de pouvoir qui a été faite entre l'Église et l'État, mais qui était déjà séparée. Il y a qu'à voir le nombre de rois qui ont été ne serait-ce qu'excommuniés par les papes. Donc il y avait déjà cette distinction entre les pouvoirs temporels, pour le coup, de l'un et de l'autre. Ensuite, que la France ait été baignée de catholicisme, vous le dites vous-même, vous êtes revenu en voulant défendre une civilisation qui était adossée sur une religion qui se trouve être celle-là. Or, la religion ne relève pas uniquement de la foi, mais aussi d'une réflexion précisément faite autour de cette nature humaine, et que c'est ça, je crois, beaucoup plus que l'implication religieuse dans le politique de l'Église, que la Révolution française, ou en tout cas les Lumières que pour le coup, l'Église, qui a tenu l'Église loin de la République pendant longtemps, c'est cette question justement de la nature humaine, de l'individualisme, de la question du bien commun et de toutes ces questions-là qui sont profondément des questions de société. Et c'est pour ça que imposer la foi à des personnes, et effectivement, je ne le ferai pas et je ne le défendrai pas. En revanche, que la réflexion de l'Église sur l'homme, indépendamment de la foi, mais ce qui est bon pour l'homme, parce qu'à partir du moment où il a une nature qui est commune à tous, il y a des choses qui sont bonne ou mauvaise pour cette nature-là, et là l'Église a des choses à dire, donc c'est cette distinction, et par ailleurs les Vendéens, pour ne prendre que, se sont pas spécialement dressés parce qu'on voulait séparer la gestion des choses temporelles des choses spirituelles. Ils sont d'abord levés évidemment contre la guerre que par ailleurs les Girondins défendaient à l'époque, et que surtout les prêtres jureurs, et c'est là que c'est assez marrant, c'est que vous dites que l'Église à l'époque n'a pas voulu se séparer du politique, mais pardon, c'est le politique qui est venu chercher les curés pour les faire jurer précisément sur un projet qui était politique. Donc c'est le politique qui a voulu récupérer la religion pour la mettre sous sa coupe. Et enfin, sur la question de la laïcité, quand je dis que le catholicisme peut comprendre la distinction parce qu'il l'a pensé et qu'il le pense, justement, cette différence entre la gestion des choses spirituelles et la gestion des choses temporelles, c'est sur cette question de savoir est-ce que la laïcité dans une société, et je pense que c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord, puisque vous évoquez 1905, où effectivement l'Église a été encore une fois un peu malmenée pour le coup par le politique en premier, c'est que la laïcité telle que conçue par le catholicisme sépare les choses spirituelles des choses temporelles, l'État de l'Église. Or, la laïcité à la française, à la fois dans les années les plus violentes de la Révolution française et surtout en 1905, a voulu séparer l'homme de Dieu, d'une part, et surtout la société française de l'idée effectivement de la civilisation catholique de la civilisation française, mais qui du coup était baignée de catholicisme, sur cette nature de l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 1905, ça arrive après d'autres lois qui étaient infiniment plus, qui n'étaient pas des lois de laïcité ou de séparation de l'Église et de l'État, qui étaient une volonté extrêmement claire et par étapes de déchristianiser la société. On le sait parce que ces 60 000 religieux qui étaient infirmiers, qui étaient professeurs, qui géraient énormément de choses dans la société, qui ont été exilés, 60 000 religieux exilés de la France. C'est la suppression des écoles religieuses. On a arraché les écoles aux moines et aux religieuses. On a arraché les hôpitaux à ce moment-là parce qu'on a voulu les faire passer sur un terrain laïque, parce qu'on ne voulait plus de la conception chrétienne, je crois, à la fois de la société évidemment, mais de l'homme surtout. Et c'est pour ça que je disais la nature humaine à ce moment-là a pris cher. Tout à l'heure, j'ai utilisé cette expression assez malheureuse, mais ce que je veux dire, c'est que l'homme n'était plus inscrit comment dire, il n'y avait plus de projet de société qui était sur le bien ou la relation de l'homme au bien commun, tout ce que j'expliquais tout à l'heure sur en tout cas ce que je pense entre la différence entre le particulier et l'universel, et que à ce moment-là le but c'était de déchristianiser pour n'avoir que des individus qui soient seuls face à l'État, et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui en fait. Nous n'avons plus que des individus, en tout cas c'est le projet, que des individus qui sont évidemment vautrés dans leur nihilisme, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui se voient obligés d'accéder à de nouvelles religions, à de nouvelles causes qui les dépassent, ou en tout cas d'adhérer à ce qui est peut-être plus qu'une religion, à une révolte spirituelle qu'on retrouve à la fois dans le féminisme, à la fois dans l'écologie, et même à la fois d'ailleurs dans les revendications racialistes de certains indigénistes. Merci Charlotte.
faut qu'on avance sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Alors c'est très bien parce que j'ai pas besoin de poser de questions, mais vous répondez à tout. C'est très pratique. Vous venez de parler d'un front commun pour défendre l'Occident judéo-chrétien. Sur Thinkerview récemment, vous aviez également dit « J'accueillerai tous les migrants, quelle que soit leur situation et leur nombre, par humanisme, ce qui se conçoit, mais qui me semble parfaitement incompatible. » C'est-à-dire que si vous avez effectivement, et ça rejoint aussi la question qui porte sur le souverainisme, est-ce que c'est suffisant le souverainisme? Comme une amie me le disait récemment, que fait-on d'une République française islamique souveraine? La question c'est le contenant, enfin justement le contenu qu'il y a derrière. Et donc j'aimerais vous entendre sur ces sujets. Est-ce que c'est peut-être ce qui distingue la gauche de la droite encore face au principe de réalité? Alors cette émission dure 2h30 et on a extrait cette phrase polémique. J'ai un long développement sur ce sujet-là qui dit très exactement le contraire de ce qu'on fait dire à cette phrase. Je n'ai pas dit j'accueillerai par humanisme la totalité. Bah, si, tout à fait. Non, non. Vous avez dit face à un afflux de migrants, de gens qui fuient la misère ou la mort. J'ai pas dit ça. Je ne peux pas imaginer ne pas les accueillir. Ce qui se conçoit, c'est parfaitement. Mais sauf que je l'ai pas dit. J'ai dit que l'immigration était acceptable dans la mesure où il y avait un désir d'être français de la part de ceux qui venaient. C'est quand même pas exactement la même chose. J'ai soumis l'accueil à un désir d'être français. C'est exactement le contraire de ce que vous me faites dire. Sauf justement en cas d'urgence. Non mais vous avez regardé l'émission? Ah oui. Les 2h30. 2 fois même. Et vous avez trouvé cette phrase comme ça en sortant bien. En fait, ça s'entend parfaitement et même ça rentre dans le débat que vous avez. La démonstration que je fais par la suite est totalement contraire à ce que vous laissez entendre. Je n'ai pas dit on ouvre, ou alors j'aurais dit là une fois. C'était pas ouvrir les frontières par principe. Non mais accueillir tout le monde, etc. Non, j'ai dit on accueille tous les gens qui montrent leur désir d'être en France, de devenir français. Bah si. Ah là, c'est vraiment en cas d'urgence sanitaire. J'allais dire presque par charité chrétienne. Vous disiez, mais voilà, non mais mais réellement, on ne peut pas imaginer. Je n'ai jamais pensé ça, donc je vois pas pourquoi je l'aurais dit dans cette configuration-là, sauf à me contredire absolument. Mais je demande que la citation soit remise dans son contexte, que la démonstration soit prise dans sa totalité. Je crois que j'ai répondu sur une vingtaine de minutes à cette question-là. Oui, mais l'idée de dire, c'est la première fois que j'aurais dit une chose pareille, et je le dirais en contradiction avec tout ce qui a été dit précédemment ou écrit par moi. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est pourquoi je peux vous dire que j'ai pas dit ça, parce que j'ai développé, et que pour des raisons polémiques, on sort cette phrase pour lui faire dire très exactement le contraire de ce que je pense. Je dis que la question de l'immigration doit être soumise à la question du désir d'être français. Et que là, si les gens désirent être français, on peut accueillir tout le monde. Si tout le monde désire être français, à quoi j'ajoute, quelle que soit la religion, la couleur de peau, etc., parce que ça n'est plus un problème. Donc, sauf j'ai parlé 2h30, peut-être me suis-je mal exprimé sur une phrase qu'on peut sortir, etc., mais ceci dit, je ne peux pas m'exprimer mal sur 20 minutes. Et démontrer le contraire de ce que je dis depuis toujours. Je ne pense pas qu'il soit acceptable d'accepter de toute arrivée de tout migrant venant de partout pour des raisons qui seraient sanitaires, climatiques, des raisons que je ne crois pas d'ailleurs, les raisons climatiques, des raisons politiques, des raisons de guerre, des raisons, c'est pas exactement la même chose. Ou le désir juste de dire, moi j'ai envie de me servir du système français qui est très rentable quand on a envie de frauder, etc., ce genre de choses, c'est pas exactement la même chose pour moi. Moi, je suis un nominaliste sur toutes les questions, donc je le suis aussi sur ce sujet-là, et je dis pas on accueille tout le monde ou on accueille personne. Je dis on accueille tout le monde, virgule, si ceux qui viennent font la demande explicite, en ont envie, en ont le désir, et que, j'ajoute ça aussi, c'est-à-dire des efforts de la part de ceux qui viennent et des efforts pour ceux qui accueillent. Parce que cette façon de dire venez, venez, et puis allez vivre sous les ponts, je me souviens que c'était ma démonstration, aller vivre au pied des périphériques, etc. Je dis, est-ce que vous croyez que la France est grande quand elle dit venez et puis allez vivre de nos poubelles? Donc j'ai dit ça très précisément, j'ai dit il faut que l'immigration soit pensée à nouveaux frais. La question n'est pas, comme dit Marine Le Pen, c'est jamais bien, comme dit Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours bien. Non, c'est parfois bien, c'est parfois pas bien. Les deux ont raison, mais ensemble. Et donc c'est bien quand des gens disent on a envie d'être français. On a fêté le numéro 2 de Front Populaire hier soir avec une jeune fille camerounaise formidable, et personne n'aurait dit mais vous
vous êtes noir, vous êtes ceci. Elle adore la France plus que nombre de Français. Hein. Donc je ne fais pas une question la question de l'immigration pour moi n'a rien à voir avec la couleur de peau, avec la religion, je ne sais quoi. Ça a à voir avec le désir d'être français, l'envie d'être français. Ça veut dire être français, ça veut dire effectivement pour le coup être laïque si on est musulman. On a le droit de ne pas manger de porc et de ne pas boire d'alcool, mais chez soi. Et on ne milite pas pour que dans les écoles ce soit le cas, dans les menus des écoles, etc., etc. Non, j'ai très précisément dit que pour penser l'immigration en dehors de l'idéologie qui voudrait que ce soit toujours bien ou jamais bien, il faut dire quand c'est intéressant, quand ça ne l'est pas. Et c'est intéressant quand les gens ont vraiment envie de devenir français, je crois à l'intégration. Quand ils n'ont pas le désir, non, c'est pas désirable, c'est pas souhaitable. Et par ailleurs, pour ceux qui arrivent, il ne suffit pas de dire venez puis débrouillez-vous, c'est la sauvagerie, vous ne parlez pas la langue, on ne vous explique pas les us et coutumes, on ne vous explique pas l'histoire, on ne vous explique d'ailleurs rien du tout, et puis faites comme vous voulez, débrouillez-vous, etc. Je ne pense pas que ce soit digne de résoudre le problème de l'immigration sur le principe libéral en disant venez si vous pouvez, si vous avez de l'argent et que vous payez un passeur, il n'y a aucun problème, venez, on vous accueillera, on vous ouvrira. Je ne défends pas ça. Donc il faudrait peut-être que je m'écoute à nouveau et que je vois quelle phrase a été dite et quel est le contexte. J'étais de bonne foi en vous posant la question. Non, mais je me doute bien, mais je vous dis l'entièreté de l'émission. Mais convenez qu'il y a au moins 25 minutes autour de cette question. Tout à fait. Oui, bien sûr. Et j'ai pas et les 25 minutes ne semblent pas vous donner raison. Mais j'assumerai, je vous assure que si je pensais ça, il n'y a aucun problème, j'assume tout ce que je pense, et je ne suis pas du genre, ça se voit, ça se sait un peu, et si je le pensais véritablement, je le dirais, j'aurais aucune honte, aucune crainte à me faire traiter de nazi, c'est déjà fait, de DA, de Doriot, il n'y a pas de problème, de pédophile refoulé ou d'antisémite, j'ai eu droit à tout ça, vous savez, il n'y a aucun problème, j'assumerais cette pensée-là si elle était de moi. Et sur le souverainisme et Front Populaire, alors je vous embête une dernière fois, là c'est sur les propos récents chez Jean-Baptiste Boursier, sur l'idée de recréer un courant de gauche. Alors, peut-être été mal interprété. L'idée de Front Populaire à l'origine, il m'avait semblé que c'était un rassemblement des souverainistes de tous les horizons. Est-ce que vous pensez finalement qu'il vaut mieux se réserver à ceux qui sont de gauche ? Je ne le pense pas, mais voilà, j'aimerais que vous nous parliez de ce projet, comment il évolue. C'est la sortie du deuxième numéro aujourd'hui, qui va porter sur l'état profond. Et je vous incite tous à le lire. J'y suis abonné depuis le départ. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Oui, alors là c'est pareil, ça procède d'une espèce de prélèvement. Je parle beaucoup, probablement trop, je m'exprime en permanence comme ça. D'un seul coup on dit mais vous avez dit ceci. Vous avez dit ceci, ça veut dire quoi ? Finalement, vous êtes un sous-marin de la gauche, etc. J'ai jamais caché qui j'étais, ce que je pensais, et vous l'avez même dit tout à l'heure. Donc effectivement, quand on dit, alors finalement, c'est pas ce que vous dites, c'est le contraire. Finalement, vous roulez pour la gauche, vous allez finir par voter Macron, je sais pas quoi, enfin toutes les sottises possibles et imaginables. J'ai dit sur, je sais plus qui, chez Bourdin ce matin, que je défendais effectivement le vaccin et le principe du vaccin, parce que l'école républicaine nous apprenait l'asepsie, l'antisepsie, la vaccine, Pasteur, etc. Et que je disais que c'était sidérant qu'aujourd'hui on puisse refuser. J'ai reçu des commentaires du genre par quel labo pharmaceutique êtes-vous payé, on serait en train de devenir un vendu au capital, etc. Alors bon, on va pas faire comme à la télévision en disant vous avez dit j'ai retiré une phrase, vous avez dit j'ai retiré une phrase. Quand on écrit 130 livres et qu'on parle en permanence, il y a un moment donné où effectivement peut-être n'est-on pas précis sur une phrase, mais il faut pas faire dire le contraire de ce que on aura pu dire quand des kilomètres d'écriture et des heures de parole témoignent du contraire. Donc j'ai dit et je répète que l'homme de gauche que je suis veut réunir les souverainistes de droite et de gauche. Vous allez me dire, c'est déjà pas un truc d'une pensée de droite que de dire qu'on veut réunir une pensée de gauche, que de dire qu'on veut réunir des gens de droite et de gauche. Mais je veux dire de fait que les problèmes qu'on a eus, on les a surtout eus avec la gauche, qui ne veut pas de ce projet-là. La droite le veut bien, la droite est plus tolérante que la gauche sur cette question-là. On a eu dans la revue des problèmes avec des gens de gauche et pas avec des gens de droite. C'est-à-dire que quand on a fait se rencontrer, et encore là, c'est une rencontre virtuelle qui avait été présentée comme une rencontre virtuelle parce que Philippe de Villiers et Jean-Pierre Chevènement ne pouvaient pas physiquement se rencontrer, donc on leur a expliqué que les questions seraient les mêmes, que etc. etc. Puis après, Jean-Pierre Chevènement a dit que c'était pas ce qui avait été convenu, c'est pourtant ce qui avait été convenu. Et puis après, il y a des gens qui ont dit, mais enfin quoi, Chevènement, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et puis d'autres qui disent, mais enfin de Villiers, pourquoi est-il dans cette revue, etc. Donc je veux dire, il y a évidemment un moment donné, on va pouvoir, quand je dis, bah oui, l'homme de gauche que je suis, il est de gauche, il a dit qu'il était de gauche, donc c'est un projet de gauche, donc il nous ment quand il dit souverainiste de droite, de gauche d'ailleurs et de nulle part. J'ai jamais caché que ma gauche était proudhonienne.
On m'a assez fait savoir que le cercle Valois existait, que le cercle Proudhon existait, que j'étais un fasciste puisque Proudhon avait été antisémite et que. J'aimerais bien que ça me serve de temps en temps pour qu'on puisse dire que mon proudhonisme n'a rien à voir avec le macronisme, qu'il n'a rien à voir avec le hollandisme, qu'il n'a rien à voir avec le mélenchonisme, avec le besancenautisme, et que cette gauche-là n'a rien à voir avec la gauche qui est sur le marché, dont on connaît les produits. Je dis, il y a, chez Proudhon, que personne ne connaît d'ailleurs, toute une pensée qui a beaucoup plu à la droite et qui plaît encore beaucoup à la droite. Et bien tant mieux. C'est ça qui m'intéresse. Marx, encore que, il y a des marxistes de droite, mais je veux dire, il y a chez Proudhon toute une pensée extrêmement intéressante. Oui, si, il y a des marxistes d'extrême droite. Oui, il y a des gens qui considèrent que... Mais non, mais oui, non, mais il faut lire les gens qui estiment qu'il y a une pensée extrêmement intéressante sur le capital, sur la fétichisation de la marchandise, sur le rôle de la violence dans l'histoire, sur la question de la dictature des masses, des avant-gardes éclairées. Je vous assure que je suis lecteur de ces auteurs-là et que je n'invente pas. Élément en parle d'ailleurs régulièrement et pense ces questions-là et fort justement. Donc sur cette gauche proudhonienne qui est la mienne, j'aimerais qu'on arrête de se servir de ces étiquettes pour dire alors il est immigrationniste parce qu'il a dit ça, et puis il est de gauche finalement, donc il avance en sous-marin et puis après on va se retrouver avec la question du genre alors vous allez au présidentiel ou pas. Donc je pense que le schéma journalistique ne s'impose pas, qui est celui du prélèvement de la petite phrase pour faire commenter la petite phrase en disant ah mais il y a peut-être 15-20 ans chez vous d'un comportement particulier, mais il y a une phrase qui pourrait donner tort à votre comportement pendant 15-20 ans. J'admets que peut-être sur 2h30 j'ai pu être maladroit sur une formule, j'en sais rien, je ne me suis pas réécouté, je ne me réécoute jamais, mais ce que je sais c'est que si cette formule est maladroite, eh bien, il y a derrière elle 25 minutes de démonstration qui ne peuvent pas être maladroites, puisque pendant 25 minutes, j'ai développé cette idée que l'immigration devait être pensée. J'utilise pas le concept immigration choisie, parce que ça a été... Chirac l'utilisait, la gauche l'utilisait, Juppé, ils ont tous voulu Sarko de l'immigration choisie. Je dis non, c'est pas... On va aller chercher des ingénieurs, on va chercher des médecins, c'est ça l'immigration choisie, c'est pas mon truc à moi. C'est-à-dire si je préfère un manœuvre qui a envie d'être français et qui vient du Mali, plutôt qu'un ingénieur malien qui lui est musulman et a pas envie d'être français. Donc on va pas faire une immigration choisie en fonction des compétences qui consistent à dire toutes les qualités intellectuelles, on les prend et puis on va vider votre pays en plus. Je dis juste qu'on arrêtera, il faut arrêter de penser la question de l'immigration en termes réaliste, pour vous qui connaissez la philosophie médiévale, c'est-à-dire de croire que l'idée est une réalité. L'immigration, avec un I majuscule, et puis des gens qui disent « Ah, c'est pas bien ». Et puis des gens qui disent « Ah, c'est bien ». Je dis « Non, c'est pas ça. L'immigration, c'est nominaliste. C'est qui, c'est quand, c'est quoi, c'est comment, de quelle manière, comment ça se passe ». Et si ça se passe effectivement dans le genre « On ouvre les frontières, on accueille tout le monde », je ne peux pas avoir dit ça parce que je ne l'ai jamais pensé. Sauf à croire que j'aurais voulu séduire des gens, mais avec juste une phrase qui serait perdue dans 2h30, etc. Donc non, je ne crois pas à une immigration massive, libérale, on ouvre les frontières et on accueille tout le monde. Je dis on accueille des gens qui veulent être accueillis et on leur donne les moyens d'être accueillis dans des conditions dignes. Sur cette question, effectivement, théoriquement, je suis d'accord avec vous sur le fait de distinguer les gens à la fois qu'on accueille et la manière dont on les accueille. Maintenant, les deux conditions que vous mettez me semblent être un stop assez violent à l'immigration aujourd'hui. Pour une simple raison, c'est qu'il y a déjà des gens, comme vous l'avez dit, qui sont à la fois sous les ponts et extrêmement mal accueillis aujourd'hui. Il y a énormément de gens en France aujourd'hui qui sont déboutés du droit d'asile. Donc l'État français s'assied sur sa propre loi et ses propres exigences en gardant ces gens ici au détriment évidemment des gens qui nécessiteraient d'être accueillis et qui nécessiteraient des moyens. Et la dernière chose, c'est que vous dites qu'il faut qu'il y ait un désir de la personne émigrée de devenir français. Je crois qu'il y a d'abord une nécessité absolue pour la France d'expliquer ce qu'est être français aujourd'hui, parce que on ne l'apprend plus, et vous l'avez d'ailleurs évoqué assez rapidement sur la question de l'histoire, mais on ne l'apprend plus pour une raison simple, c'est qu'on ne veut plus l'apprendre et qu'on veut surtout la déconstruire.
Donc aujourd'hui, étant donné que les petits Français qui sont là depuis 1000 ans ne savent même plus très exactement ce qu'est la France et pourquoi ils ont des raisons d'être fiers, quelles sont leurs gloires et ce qui a été beau dans leur histoire et ce qui est beau dans leurs racines précisément, je crois que c'est encore plus difficile effectivement de l'expliquer à d'autres qui arriveraient et qui voudraient devenir français. Et quand on entend effectivement, depuis tout à l'heure on parle de la France en disant il faut choisir la France, et quand on entend les hommes politiques pour le coup de partout et de tous bords nous expliquer que pour devenir français, il faut s'adapter, choisir et accepter les lois de la République. Je crois que là, il y a une erreur absolument majeure qui nous a mis dedans, pour reprendre une expression extrêmement jolie. C'est simplement que quand on ne parle que de République, qui est un régime, une manière de gouverner, et quand on ne parle que de valeurs qui sont par définition mouvantes, au lieu de parler de principes, d'histoire et de quelque chose qui nous a précédés et qu'on a quand même un tout petit peu le devoir de transmettre, il est évident que s'adapter à des lois, je peux demain aller en Chine et respecter les lois chinoises sans jamais devenir chinoise. Or, c'est le problème qu'on a aujourd'hui, simplement qu'on ne veut plus expliquer ce qu'est un pays, ni aux Français qui le sont aujourd'hui, ni à ceux qui pourraient le devenir demain. Et c'est le fameux, pour résumer un peu cette idée-là, ça fait 30 ans SOS Racisme qui se crée sur le droit à la différence en expliquant qu'on est tous les mêmes. J'ai toujours pas compris, en fait, 35 ans après. Vouloir qu'on soit tous les mêmes avec un droit à la différence, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Dont vous faisiez l'éloge tout à l'heure. Non, sur la question d'être français, non, la glorification des origines, et en plus d'aller créer une marche des beurs avec précisément une revendication qui est en l'occurrence celle des origines physiques, raciales, pour nous expliquer que finalement on va tous être français pareil, ça me semble quand même assez absurde. C'est-à-dire que l'universalisme, vous êtes d'accord si ça se fait sur votre schéma, sur votre base, si j'ai bien compris. Pas du tout. Simplement, le droit, non, la différence des personnes entre elles, évidemment, la différence de pensée, la différence de la manière de réfléchir, la différence d'idées à laquelle on aboutit, le débat, en réalité, évidemment qu'il est possible en étant tous français, même la différence de foi, ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui s'est passé au début du siècle. En revanche, la glorification des origines, quand elles sont culturelles, quand elles sont religieuses, et quand en fait elles définissent des us et des coutumes, des mœurs, une manière de vivre, et un attachement à la fois géographique, historique, qui est étranger, je ne vois pas comment cette revendication-là peut faire un Français comme les autres, en fait. Il peut pas y avoir, il faut une primauté en fait, c'est ça la réalité. Il faut une primauté qui n'a jamais été à la fois imposée ni défendue et qui n'est même plus connue de ce qu'est être français en France en fait. C'est une contradiction avec l'universalisme que vous proposez. Vous êtes universaliste pourvu qu'on se range sous votre bannière. Pas du tout, mais enfin vous avez dit exactement la même chose. C'est comme l'universalisme chrétien. Non, l'universalisme il est dans la nature humaine, il n'est pas dans l'appartenance nationale. L'italien est homme. Parce que vous pensez qu'on est italien par nature? Non, justement. Humaine? Non. Alors, tous les hommes ont la même nature, ce qui fait qu'on peut défendre des principes pour les hommes du monde entier. Je prenais l'exemple de la tyrannie ou la tentation des murges, etc. Donc ça, on peut le défendre pour les hommes du monde entier. En revanche, on accède à l'universel, à savoir le beau, le bien, le vrai, quoi. On accède. Non, vous dites quoi, mais par le particularisme. Il n'y a pas le beau, le vrai, le bien. Non, ça marche pas, ça. Bien sûr. Bien sûr que non. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la notion du beau n'est pas. Enfin, encore que la Papouasie-Nouvelle-Guinée aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais la conception du beau est une chose très récente. Pendant des siècles, il n'y a pas eu de conception du beau. Le beau, c'est très tardif. C'est très daté, puis ça a disparu. Il y avait de l'art avant le beau, et il y a aujourd'hui de l'art indépendamment du beau. Vous parlez du beau, du vrai, du bien, comme si c'était des valeurs justement célestes. Non, pas des valeurs, des recherches, oui, de l'homme. Ou des recherches, comme vous voulez, ou des instances, ou des entités, ou des identités, ou des concepts, ou des notions, comme vous voudrez. Mais je veux dire que l'idée de dire le vrai, le beau, le bien, donc, oui, voilà, c'est évident pour tout le monde, bien sûr que non. Non, j'ai justement pas dit ça. J'ai dit on accède à cet universel par la recherche du particulier, et que donc, non, ça ne contrevient pas à mon idée universelle que tous les hommes ont une nature qui fait qu'il y a des principes qu'on peut défendre par rapport à l'homme, qu'il y a certaines choses qui sont bonnes ou mauvaises pour tous les hommes du monde. Par exemple l'esclavage, par exemple la torture, où on peut s'entendre pour dire que c'est mauvais pour tous les hommes du monde parce que leur nature exige la dignité et le respect de cette dignité. Non mais moi je vous le dis parce que moi c'est ma conception de l'universalité. Le problème c'est pas votre conception, c'est la réalité. Le problème c'est pas de savoir ce que vous pensez, c'est savoir ce qui est.
Vous avez beau dire l'universel, etc. Mais qu'est-ce qui contrevient à ça alors? Mais c'est Kant qui nous dit le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. C'est faux. Le beau n'est pas ce qui plaît universellement et sans concept. Ça n'existe pas le beau. Mais je suis Ce sont des beaux sociologiques, des beaux historiques. Il n'y a pas ou du bon ou du bien historique et qui sont évidemment contradictoires. Et nous sommes d'accord. Vérité en deçà, erreur en delà. Hein. Donc, et même, il s'agissait pour Pascal des Pyrénées. Donc, il s'agissait entre la France et l'Espagne. Hein. C'était pas entre la France et le royaume de Siam ou je ne sais quoi. Non, je pense que la question de l'universel est vraiment la question qui mérite d'être posée, mais qu'on ne peut pas, à partir de l'idée que nous aurions une nature humaine qui serait universelle, ça tout le monde en convient, imaginer que pour autant il n'y aurait pas une diversité des valeurs, une diversité des civilisations, une diversité des cultures, et notamment des cultures. C'est exactement ce que je dis en fait. Je ne suis pas bien sûr. Bah alors, notamment, je m'exprime extrêmement mal, mais... Notamment des cultures qui accueillent et des cultures qui n'accueillent pas, des cultures qui intègrent et des cultures qui n'intègrent pas, des cultures qui soient ouvertes et des cultures qui soient fermées. Et c'est pas exactement la même chose que de dire il y aurait un universel à partir de la nature humaine. Non, l'universel de la nature humaine fait que, bien sûr, vous aurez que le papou, que le chinois, que etc. ont des problèmes, le même groupe sanguin ou ce genre de choses, et que le cœur est placé au même endroit. On est à peu près d'accord là-dessus. Mais il n'empêche que les perspectives historiques, les perspectives civilisationnelles ne sont pas les mêmes du tout. Ah ben bien sûr. Bon, bah alors on est d'accord. On est absolument d'accord. Eh bien, écoutez, malheureusement... Mais là, vous faites pas une démonstration que mon universalisme est relatif. Vous faites simplement une démonstration avec laquelle je pourrais être d'accord que les civilisations ne se valent pas par principe. Et ça, je suis absolument d'accord. Je dis simplement que pour accéder à l'universel, il faut passer par le particulier. Oui, mais justement, notre civilisation a pour spécificité d'accueillir. Et que c'est comme ça que ça s'est constitué. Et d'autres civilisations n'avaient pas la perspective d'accueillir, et d'autres non plus. Et d'autres aujourd'hui, on a même des propositions qui sont très, très exactement l'inverse et qui excluent. Et je dis que, est-ce qu'on reste dans la fameuse société ouverte, la société close de Bergson, hein? C'est la question qui se pose. Et moi, je pense qu'on a une tradition d'ouverture, que cette tradition d'ouverture doit être conditionnelle. Et qu'il y a des sociétés qui sont des sociétés closes et de fermeture, et il n'y a pas de conditions. Et de fait, vous ne pouvez pas devenir chinois, vous ne pouvez pas devenir non plus, vous ne pouvez pas faire partie de... Vous ne pouvez pas devenir juif. Si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas le devenir. Alors bien sûr, on peut se convertir, on peut, etc., mais il y a effectivement des sociétés closes, et puis des sociétés ouvertes. La société française, notamment, la société, je dirais plutôt européenne, a une tradition d'ouverture. Alors ouverture, ça ne veut pas dire à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais en ce sens, je pense que ça reste une des traditions de la France de dire nous allons organiser les conditions de l'accueil. Et en même temps, savoir qu'il y a peut-être, il y a sûrement, vous avez raison, un universel anatomique, physiologique, biologique, c'est évident, nous sommes des mammifères, mais qu'en dehors de ça, eh bien, effectivement, il y a des civilisations diverses dont certaines sont capables d'accueillir et d'autres pas. Alors il se fait que nous ne sommes pas en état d'accueillir d'autres civilisations puisque nous détestons la nôtre. Et c'est là qu'est le problème. Hein. Alors il va être mais là, c'est la question du nihilisme. Il va être temps malheureusement de rendre la salle. Donc si vous aviez chacun un mot de conclusion, Charlotte, pour commencer. Et avec un peu d'espoir, si possible. Michel Onfray, alors. Vous voulez avoir le dernier mot, comme on dit. Exactement. Je pense que l'intérêt de votre poème était qu'il disait quelque chose qui pour moi est essentiel. Nous n'avons pas, Stéphane et moi, appelé cette revue Front Populaire par hasard. Quand il s'agit de faire front, et il y a quelque chose qui est plus important que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Donc on peut avoir effectivement des discussions un peu byzantines sur les discussions que nous avons. Je ne déprécie pas pour autant, elles sont intéressantes. Ça montre d'ailleurs que la France, le génie français, c'est aussi l'esprit de finesse. C'est pas seulement l'esprit de géométrie, mais c'est aussi l'esprit de finesse. Et qu'il y a une façon française de penser. La philosophie française, c'est pas la philosophie allemande, c'est pas etc. Mais si on veut effectivement faire un front populaire, c'est parce qu'il y a un front populicide. Et que c'est un mot que j'emprunte à Gracchus Babeuf, qui disait qu'effectivement, il y a eu un génocide vendéen, il n'a pas utilisé le mot, mais enfin, ça voulait dire la même chose, et qu'il y a eu donc un populicide. On a voulu tuer un peuple. Je pense effectivement qu'on peut élargir ce terme et qu'il y a aujourd'hui des gens qui veulent tuer des peuples. Et que les Maastrichtiens, les gens qui défendent l'Europe libérale, les gens qui aspirent au gouvernement planétaire, les gens qui sont dans la logique de l'État profond, sont effectivement des gens qui veulent en finir avec cette... J'ai perdu mon idée aussi, on était sur quoi là? Ce sont des gens qui font front. Non, parce que j'avais une plaisanterie à faire sur Macron, puis je me suis dit retiens-toi, ne la fais pas. Et donc il y a un front populicide, et ce front populicide, il est
très bien constitué, puisqu'il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des protestants, mais eux, ils sont capables de faire un front populicide. Et je dis que ce qui nous intéresse, à Stéphane et moi, et à toute l'équipe, et à tous les amis, et à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur le site, qui s'abonnent, etc., c'est de dire, faisons fi de ces différences-là, si nous voulons vraiment que le peuple revienne, qu'il y ait un souci du peuple, eh bien, il faut que nous fassions front. De sorte que, finalement, je vous donne raison sur le poème de je ne sais plus qui, j'ai oublié son nom, mais qu'effectivement, il y a ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, mais que l'important, c'est que nous reconstituions ou que nous pérennisions une France qui est en bien mauvais état, mais que c'est plutôt ça qui nous réunit, c'est donc plutôt ça qui m'intéresse. Merci Michel Onfray. Alors, je suis évidemment d'accord avec ça. Non, c'est évidemment d'accord avec la conclusion, et je crois que l'exercice qu'on vient de faire est la preuve que quand il y a un but qui est commun, quand il y a un but qui est recherché en commun, c'est la seule c'est une condition absolument nécessaire au débat tout court. En fait, on se pose, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et c'était une question qu'on voulait évoquer, mais cette question de la manière assez compulsive dont on parle en permanence de la liberté d'expression, comme si c'était ce qui nous rassemblait. François Hollande, d'ailleurs, avait dit que c'était un pilier de notre pays, comme si c'était un but qui était recherché pour lui-même, la liberté d'expression. Or, on voit bien ce soir, dans la liberté que nous sommes accordés l'un à l'autre, d'exprimer ce qu'on pensait, que la liberté d'expression n'est qu'un outil en direction d'un but. Et simplement, je crois que ce qui empêche aujourd'hui, ce qui nous empêche de réussir à débattre comme ça, c'est que nous ne cherchons plus ensemble une vérité qui nous dépasse. Nous en doutons en permanence, nous doutons en permanence de l'existence même de la vérité qu'on peut rechercher ensemble, et en revanche, personne ne doute d'avoir la vérité, ce qui est très compliqué aussi, mais du coup, la loi du plus fort s'applique, et c'est peut-être parce que la loi du plus fort n'est pas entre nos mains, ni entre les vôtres, ni entre les miennes, qu'on arrive avec peut-être un peu plus d'humilité forcée, on va dire, à débattre ensemble. Mais ce qui est important, c'est que là, on a réussi à débattre effectivement, avec peut-être avec des idées un peu plus fines que des solutions d'urgence pour le pays, tout simplement parce que nous avions un but en commun. Et je crois que c'est ce qui fait le plus défaut à la France aujourd'hui, c'est que tout le monde cherche des solutions, et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui était extrêmement... ce qui a perdu le mouvement tout simplement des Gilets jaunes que nous avons défendu et que je continue à défendre dans ces contours du 17 novembre, c'est simplement que c'était un mouvement de colère qui n'avait pas de but affiché, de but qui les regroupait. Et donc le débat est devenu impossible. L'élection d'un chef, même pour défendre, et même à l'échelle locale d'ailleurs, est devenue impossible parce que chacun disait ce qu'il avait envie de dire sans savoir qu'ensemble ils cherchaient une vérité commune. Je pense que si ce soir on a pu au moins... mettre un petit taquet au relativisme qui est en fait en train de nous bouffer, ça me fait plaisir. Voilà.